Disclaimer est un podcast indépendant sur les fanfictions lancé en 2019 par Mathilde, Cordelia et Sophie. Ensemble, nous avons décidé de vous emmener découvrir notre perception de ces créations et œuvres littéraires en ligne qui font la joie des fans depuis désormais de longues années. Nous avons été des deux côtés, du côté de la création et aussi du côté de la consommation de fanfiction, et c'est pour cette raison que nous avons envie d'évoquer notre avis et notre vision de cette discipline. Que ce soit sur notre parcours dans ce domaine très particulier, ce qui a pu nous inspirer, nous révolter, marquer notre adolescence et nous suivre jusqu'à l'âge adulte, nous avons en effet pas mal de choses à partager avec vous. Nous ne serons pas forcément toujours d'accord, nos avis pourront diverger, mais une chose nous unira au fil de chaque épisode, et ce peu importe le sujet. Notre passion pour la fanfic. Alors si vous êtes prêtes et prêts à nous écouter et discuter de fandom, lemon, yaoi, ship, Alternative Universe et bien plus encore, ce podcast est fait pour vous. Très bonne écoute et à bientôt sur Disclaimer, tout appartient au fandom. Bienvenue sur Disclaimer, notre nouveau podcast dédié à la fanfiction. Je suis Mathilde, je suis lectrice et parfois autrice de fanfiction depuis que j'ai 14 ans. Je suis également journaliste, j'écris notamment sur la pop culture et les cultures de fans. Avec moi, il y a Cordelia. Bonjour. Du coup, moi c'est Mix Cordelia. Je suis sur YouTube où je parle de littérature LGBT. Je suis aussi autrice et je lis et j'écris de la fanfiction depuis que j'ai environ, je pense, 13-14 ans. Et il y a Sophie de Tout est politique. Bonjour, donc moi c'est Sophie, j'ai un blog qui s'appelle donc toutestpolitique.fr et une chaîne YouTube du même nom. Et donc je suis aussi autrice et lectrice de fanfiction depuis que j'ai 15-16 ans, il me semble. Ouais, le lycée. C'est ça. On reparlera peut-être de comment on est arrivé à la fanfiction. Donc pour ce premier numéro, on va parler d'un thème qui fait parler les communautés de fanfiction depuis des années, canon ou pas canon. Donc le canon, c'est en quelque sorte l'histoire officielle, ce qui est dit, établi, connu de toutes et tous dans le film, le livre, la BD, le jeu vidéo, etc., dont on s'inspire pour écrire la fanfiction. Donc la fanfiction s'inspire du canon, et l'auteur ou l'autrice peut choisir de le suivre à la lettre, de s'en éloigner, de le déformer. En fait, toute personne qui écrit une fanfiction se positionne par rapport au canon, que ce soit conscient ou pas. C'est un sujet qui fait débat chez les fanfiqueurs, entre les partisans du respect total du canon, celles et ceux qui pensent que le canon est fait pour être contourné, voire laissé de côté. On va commencer par une question simple. Est-ce que vous êtes team canon ou team pas canon ? Je te laisse Cordelia commencer. Alors moi je suis team pas canon. C'est une grande surprise, non je ne pense pas. Quoique, en fait je suis team canon quand ça... Enfin, non, je suis pas team canon. Mais je respecte le canon quand ça m'arrange, et quand ça m'arrange pas, je l'oublie. Voilà. J'ai commencé la fanfiction avec Harry Potter, globalement, même s'il y avait d'autres fanfictions avant, mais j'appelais même pas... Enfin, je sais pas si j'appelais ça des fanfictions quand j'écrivais sur des groupes de musique ou des trucs un peu bizarres comme ça. Et c'est vraiment avec Harry Potter où j'ai intégré l'univers du fandom et de la fanfiction avec tout le vocabulaire qui va avec et des trucs comme ça. Et c'est vrai que... Alors c'était... je sais plus quand est-ce que le dernier tome est sorti d'Harry 2007. Potter. 2007. Donc il y avait ce truc quand même de... qui était beaucoup plus courant de ne pas respecter le canon parce que les livres étaient pas sortis en fait. Alors on lisait des tomes 5 alternatifs, des tomes 7 alternatifs, des trucs comme ça. Et bon, ça respectait jusqu'à un certain point, mais après quand tu les relis, ils sont totalement pas canon, mais ça reste bien. Enfin bon, voilà. Et toi, Sophie ? Alors moi je suis vraiment team canon. Quelle surprise. Alors c'est assez particulier pour le coup. Déjà, donc moi j'ai dit que j'avais commencé à lire des fanfictions, j'avais 15-16 ans, et c'était après que Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé soient sortis au cinéma, donc tous les livres étaient déjà sortis et tout. Et en fait c'est là où j'ai beaucoup accroché sur le duo Tom Felton et Emma Watson. Je trouvais qu'il y avait une alchimie physique qui c'est bien. Et j'ai commencé à regarder des fan vidéos d'abord. Donc bah oui, forcément, hein, on fait des montages pour que le regard de Drago Malfoy croise celui de Hermione Granger, ce qu'on ne jamais en vrai, mais ben voilà, avec la musique et tout. Et c'est comme ça que j'ai dévié durant l'été et que je me suis retrouvée... Cordelia rigole. Et je me suis retrouvée à lire des fanfictions.
Et les premières que j'ai lues étaient hyper décevantes et je comprenais pas ce qui me dérangeait. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait trop de liberté sur l'histoire, quoi, sur l'intrigue, sur... Mais en fait, machin, il est pas mort, et puis lui, finalement, il est plutôt sympa et tout. J'étais là, mais ouais, donc en gros, c'est pas l'univers, ça n'a aucune logique. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à être hyper rigide et à mettre des critères et à beaucoup aimer les fanfictions où c'était respecté. Après, j'ai lu certaines de mes fanfics préférées, parfois ne respectent pas le canon, mais c'est tellement bien écrit que je dis bon... Ça passe. Il y a un respect de la psychologie des personnages qui est canon pour moi aussi. Donc je fais mon choix en fonction. Voilà. Ah, mais là pour le coup je trouve que c'est un peu différent le canon et le out of character. Donc out of character quand un personnage n'est pas caractérisé comme il l'est dans moi, le livre. Je trouve que ça fait partie du canon, tu vois. Ouais. Moi je différencierais mais... non, pour moi c'est une sous-branche. Je sais pas si je suis assez d'accord, je crois. C'est un critère d'être dans le Parce que si tu racontes la même histoire, que tu suis complètement le canon, mais que le personnage il a aucun sens par rapport au personnage tel qu'il est écrit. Bah pour moi c'est pas canon. C'est pas vraiment canon. Enfin en fait forcément ça changera quoi. Mais ça a changé l'histoire. Oui mais à contrario tu peux avoir des filles qui sont pas canon mais qui respectent très bien les caractères des personnages. Oui complètement. Oui c'est vrai. Oui. Bah du coup peut-être que moi, je peux c'est un autre parce que du coup moi donc pareil j'ai découvert c'est notre cas toutes les trois on a découvert la fanfiction par Harry Potter. Moi c'était après la sortie du tome 7 je crois où je voulais un peu enfin je sais pas il y avait un site sur lequel je suivais des news sur l'univers d'Harry Potter et dedans il y avait une partie fanfiction et je me suis retrouvée à lire des choses sur je crois sur la nouvelle génération, parce que J.K. Rowling avait déjà dit leurs enfants s'appelleront comme ça et tout, et c'était un gros truc à partir de 2007-2008. La fanfiction a commencé à s'intéresser aux enfants des héros de Harry Potter. Et j'écrivais aussi du coup sur les parents de Harry, les maraudeurs et l'époque, je le disais d'ailleurs. J'écris aussi, mais non. Et du coup, moi j'ai été vachement team canon pendant très longtemps. Je pense un peu comme toi, Sophie, une envie de retrouver, de rester dans l'univers. En fait, j'ai commencé à lire de la fanfiction parce que je voulais continuer l'expérience Harry Potter, quoi. Et je voulais continuer, rester dans l'univers et un peu, j'étais en deuil de la fin et il fallait bien trouver quelque chose pour gérer ça. Et donc, c'était vachement chercher des choses qui sont en lien avec le canon, qui imaginent la suite, comment elle va pouvoir se passer, juste après le dernier chapitre et entre l'épilogue, qu'est-ce qui se passe, comment on en arrive à cet épilogue. J'étais vachement en recherche de ça. Et j'ai pas mal évolué sur cette question en grandissant, en changeant un peu de centre d'intérêt, et aussi parce que j'avais un besoin de représentation plus diversifiée, on en reparlera, mais... Et en fait, il y avait des choses dans le canon qui correspondaient pas à ce que je cherchais, quoi, à ce que j'avais envie de lire et tout, et du coup, au bout d'un moment... j'ai commencé à lire des choses pas canon. Mais j'ai des rapports très différents selon les fandoms sur lesquels je lis, au canon ou pas au canon. Sur Harry Potter, je reste quand même très canon, au moins dans une certaine mesure, un peu comme toi, Cordélia, de dire, on peut changer on peut garder la psychologie des personnages, mais changer un peu l'histoire, mais du coup, il y a... Par exemple, ce que j'aime bien, c'est des fanfictions qui vont sortir du canon parce qu'elles font autre chose, mais qui gardent comme base les événements qu'on a eu dans le livre. Donc par exemple, on va avoir Drago et Harry qui se pécho une fois vieux, mais tout ce qu'ils ont vécu enfant n'est pas annulé par le fait que... ça m'intéresse en fait, de se dire, en fait dans ce qui se passe après, là on peut garder le canon comme base et le contourner. Et sur d'autres fandoms, parfois j'en ai rien à péter du canon, quoi. Moi je lis pas mal sur Marvel en ce moment et du coup, c'est la fête, quoi. C'est des comics en plus, donc de toute façon les comics c'est un canon qui évolue en permanence, donc tu peux pas il y a ça aussi. C'est pas pareil quand t'as un livre écrit avec un début, une fin et c'est fini, et une franchise et une franchise qui évolue tout le temps, quoi. Et donc du coup tu peux pas dire ça c'est canon, ça c'est pas canon, parce que le canon évolue aussi. Donc voilà, moi je suis team entre les deux. Ouais. Et t'as d'autres fandoms toi justement où t'as ce rapport différent, ou pas? Moi, alors ça c'est pas un fandom, je pense pas que c'est possible d'appeler comme ça.
Alors, j'ai lu Harry Potter pendant jusqu'à très récemment, que ça. Et il y a eu... j'ai commencé à shipper, dès que la série a commencé, dans Good Girls, je sais pas si vous regardez, sur Netflix, Beth et Rio. Et en fait, je me suis fait un max de fanfiction sur eux, avant de trouver la fanfic idéale. Et après, donc je lis plus aucune des autres, parce que tout le reste n'a plus aucun sens. Et sinon, j'ai eu un petit peu aussi Buffy contre les vampires, et je lisais beaucoup de Buffy Spike. Et eux, pour le coup, je m'en fichais vachement que ce soit pas canon. Ouais. C'est-à-dire, mais vraiment, parfois je lisais des fanfics où il y a juste les noms des personnages. Mais parfois même pas, à part le physique. Il y a rien en fait, en fait c'est des acteurs, mais vraiment ils sont dans un autre univers, il y a même pas de fantastique ou quoi. J'en ai lu une, je crois que Buffy c'est une criminelle et lui c'est un flic. Les univers alternatifs, ça c'est un gros truc. Moi aussi, j'en ai lu pas mal. Et j'en avais lu une autre aussi, toujours Buffy Spike, qui m'avait beaucoup marqué. Ça se passait dans les années 50 et genre Buffy, c'est pas du tout la nana hyper badass, elle est hyper petite fille modèle et lui il joue le blouson noir, quoi, le mec un peu rebelle à la Louise. Ça n'a rien à voir, mais ça marchait très bien, j'avais beaucoup aimé. Donc oui, c'est vrai que si on sort de... Je pense que oui, si on sort d'Harry Potter, je suis beaucoup plus souple sur les détails des univers, mais c'est parce que juste Harry Potter, j'aime tellement l'univers, je suis tellement pointilleuse dessus, que j'y attache beaucoup d'importance, là où ça va pas me faire pareil avec Buffy. Parce que Buffy, c'est pas ça que je recherche, c'est pas l'univers, c'est plus les personnages. Et voilà, c'est ce que j'allais dire, je me demande s'il n'y a pas cette différence-là aussi, c'est que quand tu cherches à continuer l'histoire, à rester dans l'univers, peut-être qu'on peut avoir un rapport plus puritain, on va dire, au canon, alors que quand en fait tu veux juste voir deux personnages se pécho, non, mais c'est vrai que comme ils l'ont pas fait à l'écran. Moi j'ai pareil sur la série Once Upon a Time, j'ai lu énormément de fanfiction univers alternatif, donc rien à voir, mais juste je voulais voir les personnages que j'aime bien. Globalement. Non mais oui, pareil, j'ai pas du tout le même rapport avec les d'autres fandoms que je peux lire. Enfin, je sais pas, moi j'ai lu beaucoup de... Et puis aussi, il y a aussi ce truc sur HP, t'as tellement de fanfics que tu peux faire un peu la fine bouche en disant oh, ça j'aime pas, ça j'aime pas. Quand tu es sur des fandoms où il y a vachement moins de matière et tout, pour peu que tu dises pas en anglais, en plus t'en enlèves plein, bah bon, tu fais un peu avec ce que t'as, quoi. Non mais c'est vrai. Du coup, peut-être que Cordélia, tu voulais t'avais une petite chronique. Alors, donc ma chronique s'appelle Le canon, c'est un truc d'hétéro. Pour moi, le canon, ça a toujours été un truc d'hétéro. Comme mes camarades, je viens de l'univers de la fanfiction Harry Potter, et les personnages LGBT dans HP, bah y en a pas. Et ne parlez pas de Dumbledore, s'il vous plaît. J'ai fait une vidéo sur Dumbledore d'ailleurs. C'est vieux, mais bon, je pense que c'est toujours d'actualité. Résultat, si tu veux écrire des histoires, tu peux pas respecter le canon. Alors ok, tu peux toujours écrire sur PNJ1 et PNJ2, citer 2 fois à tout péter dans je ne sais pas quel tome, mais c'est pas forcément ce que tu veux. Si tu veux exploiter les personnages principaux, écrire des histoires qui se passent pendant les livres, bah tu te retrouves forcément à pas suivre le canon. Et c'est la même chose avec plein de fandoms. Si tu veux écrire des histoires gays ou lesbiennes, parce que ça te fait du bien ou parce que t'as besoin, tu peux pas suivre le canon. Ou alors tu te retrouves avec 1000 fois plus de contraintes que ceux qui écrivent sur du Ron et Hermione après Poudlard. Ça peut être amusant, la contrainte, ça peut être un exercice. Écrire la romance de Seamus et Dean que personne ne voyait, par exemple. Mais ça te bride aussi, alors que t'aurais peut-être besoin de te libérer, justement. Quand je voyais les défenseurs et les défenseuses du canon dans HP, comme par hasard, c'était toujours des fans de couples hétéros. Coïncidence ? Je ne pense pas. Sophie vient de lever les bras en signe de « Ouais, c'est moi !» C'est marrant. En tant que queer, t'es obligé de te construire ton propre canon dans 95% des fandoms. Tu te contentes des miettes laissées par les autrices et tu worldbuild ton propre univers autour de ça. T'as pas vraiment le choix, en fait. Ou alors t'es fan des persos secondaires qui ont suffisamment de trous dans leur storyline pour être exploités correctement. Il y en a plein qui font ça, ça peut être très cool. Pour moi, si tu te décris les fanfics qui respectent pas le canon, c'est que t'as un peu rien compris aux enjeux de la fanfiction. Le but de la fanfic, c'est de se réapproprier l'œuvre en la distordant si nécessaire. Le canon, ça te donne une base, ensuite t'en fais ce que tu veux. Et franchement, si je veux lire des histoires canon dans l'univers d'HP par exemple, bah je relis juste Harry Potter. Voilà.
Bon alors Sophie, est-ce que tu veux commencer par réagir à cette chronique de Cordélia? Mais non, mais ça va être difficile parce que c'est vrai. Enfin, c'est compliqué d'aller à l'encontre de ce que tu dis parce que c'est juste vrai. Effectivement, c'est l'un des enjeux de la fanfiction, c'est de se réapproprier l'œuvre. Et c'est exactement ce que tu fais en distordant certaines choses pour essayer d'avoir satisfaction en termes de représentation. Donc je peux pas aller à l'encontre de ça. C'est juste, moi j'ai cette chance d'avoir ce confort de... quand je lis quelque chose, on va faire ça peut être canon de manière hyper simple et facile. Donc même de personnages qui ont pas l'air d'avoir grand chose à voir, en fait, tu peux quand même les écrire. Donc c'est juste, oui, j'ai ce confort-là de pouvoir lire des bouquins en me sentant représentée et donc d'écrire en fonction de ça. Donc désolée, il va pas y avoir beaucoup de désapprobation. C'était pas forcément pour avoir de la désapprobation. Donc non, j'entends tout à fait et c'est vrai. Donc voilà. En plus, maintenant, Habeas Corpus, ils ont fait de la merde. Ouais, du coup, moi, c'est vrai que c'est ce que je disais au début, mais c'est ce qui m'a fait aussi évoluer sur ma position par rapport au canon, quoi. Parce que j'ai commencé à lire de la fanfiction, je pensais que j'étais hétéro, et puis, en fait, il se trouve que non. Et il y a eu un moment où j'avais aussi, surtout à une période où je me posais beaucoup de questions sur mon identité, sur mon orientation sexuelle et tout, j'avais besoin de trouver dans la fiction, de manière générale, des choses, en fait, pour m'identifier, pour me retrouver. Et il se trouve que, en fait, à part les séries télé, la fiction que je consomme le plus, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, mais c'était quand même vrai à une époque, c'était la fanfiction, donc c'était dans la fanfiction que je cherchais ça. Et je pense que c'est aussi un peu ce qui a fait qu'à un moment je me suis détachée du fandom Harry Potter. Que j'avais ce rapport au canon qui était trop fort chez Harry Potter, et donc j'avais du mal à lire... j'en suis un peu revenue, mais au début j'avais du mal à lire des couples gays ou lesbiens qui correspondaient pas au canon. Ou alors il y en avait pas, il y en avait pas tant que ça. Parce que moi ma passion c'est un peu les personnages secondaires justement, voire tertiaires, les personnages dont on sait pas grand chose, les gens qui sont à l'école avec Harry et qui font leur petite vie à côté et qu'est-ce qu'ils ont fait du coup pendant tout ce temps là, donc il y a pas des masses de choses, mais il y en a un peu. Et donc j'ai commencé à aller voir sur d'autres fandoms, typiquement le fandom Marvel sur ça, mais c'est une mine d'or. C'est un fandom hyper queer. Et je pense que du coup j'ai aussi évolué sur ça par rapport au canon, parce que comme tu dis, j'ai réalisé que le canon c'est grave hétéro, surtout dans des œuvres qui datent d'il y a un moment et où les questions de diversité, de représentation n'étaient pas forcément prises en compte par les auteurs et les autrices, même si certaines aimeraient bien que rétrospectivement on reparlera plus tard du problème J.K. Rowling peut-être. Mais on en parler. Mais voilà, du coup j'étais contente de voir que t'as abordé ça, parce que je pense que c'est ça qui m'a fait pas mal réfléchir en termes de canon. Moi quand j'ai commencé à lire de la fanfic, tout le monde voulait imaginer ce qui allait se passer jusqu'à l'épilogue de Harry Potter, quoi. Mais donc dans l'épilogue de Harry Potter, on a Harry qui s'est marié avec Ginny qui a des enfants, Ron qui s'est marié avec Hermione qui a des enfants, on apprend que Neville s'est marié avec Anna, Drago a une femme, on a plein de beaux couples qui ont des enfants et qui sont parfaits dans l'hétéronormativité parfaite, et du coup si tu veux un peu autre chose, ou alors tu te retrouves avec... moi il y a eu ça aussi, tu te retrouves avec beaucoup d'histoires malheureuses en fait. C'est ça. Parce que c'est tout à fait possible d'écrire par exemple un Brary ou tout ce que tu veux. Oui, qui se passe entre eux. Qui se passe entre eux, mais résultat, tout était bien, bof. C'est ça. Où tu te retrouves à écrire. Il y a aussi beaucoup de post-épilogues quand même. C'est ça, mais le post-épilogue est plutôt intéressant. C'est quand même hyper intéressant. Moi j'étais à fond post-épilogue et tout à un moment. Mais à partir du moment en plus où tu commences à aller un peu plus dans la psychologie des personnages, parce que faut dire, il y a. Quand j'avais 18 ans et que je lui disais, je m'en foutais un peu de genre la crédibilité et des trucs comme ça. Et alors que si maintenant j'écrivais sur un Drago gay qui est resté dans le placard pendant 25 ans, bonjour quoi, ce serait pas tout à fait la même aussi paillette cœur quoi, c'est spécial. Mais du coup c'est pour ça que je trouve que quand même d'avoir des personnages tous les personnages dont on sait pas grand chose finalement, en fait il y a énormément dans Harry Potter, prenons Harry Potter, il y a énormément de romances qui sont instituées, qui sont là, mais il y a aussi plein de personnages dont on sait pas grand chose. Et je trouve qu'il y a un très bon exemple de ça, c'est les gens qui shippent Sirius et Remus.
Et enfin, c'est assez chouette en fait comme ship parce que en fait ça trouve complètement sa place dans le canon parce que de fait elle n'a rien, enfin J.K. Rowling n'a rien dit là-dessus. Mais en même temps, on peut très bien imaginer que deux gamins de 15 ans se péchotaient dans les couloirs. Moi, j'avais Et, même lu des micro-indices laissés à certains endroits de l'histoire où tu te dis ça Ah peut ouais, être des non mais pièges. en vrai, le Sirius Remus, il y a ça, vachement je l'ai de... découvert après que j'ai commencé à écrire une fanfiction sur les maraudeurs et je l'ai regretté parce que moi, ils sont hétéros. Sirius est hétéro et Remus est hétéro. Et une fois que j'avais bien avancé dans mon truc, hein, on était au 90e chapitre et tout. Et là, je lis le truc et je fais merde, parce que je trouvais ça hyper cohérent et j'avais vu plein d'histoires qui auraient été possibles, avec en plus les autres relations que j'avais imaginées à côté et tout. Et j'étais là, Je crois qu'en plus ça a été un des premiers un des premiers chiffres non hétéros qui est vraiment venu des bouquins parce que je pense que tous les le Drari par exemple c'est vachement plus venu des films mais voilà c'est comme le Dramion, c'est les films, l'alchimie entre les acteurs personnages principaux tout ça mais vraiment enfin j'ai été retombée sur un article mais un truc qui date mais quelqu'un qui racontait mais en 2005 ou 2004 quoi où les gens étaient déjà en train de shipper Remus et Sirius à cause de petits trucs, parce que dans le tome 5, quand Harry essaie de contacter Sirius, bah en fait il se rend compte que Remus est avec lui au Square Grimmauld et que du coup ils vivent ensemble, et genre Remus est effondré pendant des mois après la mort de Sirius, et du coup tu te dis ah ouais, enfin... Et c'est vrai que je trouve ça marrant parce que bah en fait on peut très bien considérer que bah ouais Remus est bi et en fait après la mort de Sirius il finit par tomber amoureux de Tonks et ça marche complètement et en même temps l'histoire enfin s'intègre au canon ça moi je l'avais pas et là en plus on parle de personnages secondaires mais relativement importants oui c'est quand même des... moi j'ai écrit sur enfin je lis pas mal et j'ai écrit un peu sur les personnages de l'année de Harry. Tu disais une romance entre Dean et Seamus. Moi ce que je lis pas mal à un moment c'est la bande des Parvati, tu vois, qui sont un peu les BFF, elles sont tout le temps collées, elles sont tout le temps ensemble. Bon, il y a moyen et enfin voilà, c'est plutôt c'est un peu Non mais ça oui, je suis d'accord. J'ai beaucoup plus de souplesse pour les personnages secondaires, on fait un peu ce qu'on veut et si ça sort du canon. Moi il y a une fanfiction que j'aime beaucoup et qui est très peu dans le canon et que j'ai lu parce qu'elle est vraiment très bien écrite et que je trouve que la psychologie des personnages principaux utilisés est vraiment bien respectée. Et il y a des personnages secondaires, dont des personnages inventés aussi. Et d'habitude j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça, les personnages... quand il y a trop de personnages secondaires inventés qui sortent de nulle part, je suis là, bon, ok. Et c'est dedans où il y a eu un couple que j'avais vraiment adoré et que j'avais commencé à shipper parce que je le trouvais vraiment extra. C'était Luna et Pansy. Ah oui, ouais. Et j'avais trouvé ça mais super et en fait je me suis dit mais je l'aurais sûrement jamais lu et jamais vu si j'étais restée dans une fanfiction hyper carré. Très canon, bah oui. Et je l'avais trouvé super bien parce que même au niveau du caractère des personnages c'était la seule chose qui restait un peu. Bon on était à Poudlard et tout mais c'était vraiment, enfin c'était pas hyper fidèle et je trouvais que ça marchait bien en termes de personnalité quoi. Je me disais il y a un truc mais où tu retrouves un peu la même alchimie qu'un Dramion tu vois. T'as la panthère hyper salée, puis l'autre qui est un peu toujours un peu d'un côté de ses pompes et un peu rêveuse, et en fait bah, ça match et c'est super touchant. Et ça j'étais contente de le lire et j'avais vraiment conscience que je l'aurais pas lu autrement que dans cette fanfic. Voilà. Et puis, enfin, après, pour être honnête, c'est vrai que j'ai commencé très canon, je m'en bats les couilles complètement. Enfin, j'ai lu des trucs qui n'avaient rien à voir, des tomes alternatifs bizarres. Et c'est vrai que aussi après, mais c'est plus sur le du coup in character et out of character que je m'attachais vraiment. Mais aussi parce qu'il y avait aussi une volonté un peu différente. De voir quelque chose de différent et de plus proche des personnages et effectivement en respectant le canon bah tu arrives à parce que enfin ça fait aussi partie de leur histoire quoi, comment ils réagissent c'est aussi leur passé quoi et du coup c'est vrai que j'aime bien les trucs maintenant où ça respecte un peu et il y a un moment où enfin souvent c'est le tome 7 ou le tome 6 qui saute quoi et on prend des libertés quoi ou à la limite on vire l'épilogue et on prend le truc tel qu'il est. Enfin bon, bref, voilà. Ouais, non, j'en parle un moment dans ma chronique, mais c'est vrai que
le canon, enfin il y a des moments aussi tu sais tu le respectes mais jusqu'à un certain tome C'est et ça. tout ça c'est bien respecté. Par contre à partir de là, Là, je viens. et ça m'intéresse, tu vois, j'aime bien voir à partir de tout ce qu'on connaît bien, qu'est-ce que tu fais après. Bah, je trouve que c'est ce que je disais tout à l'heure à Cordelia, c'est qu'il y a la saga Les Moon de Gaël qui est enfin moi c'est une de mes fanfics préférées, donc c'est HP. Ouais, c'est une fanfiction Harry Potter et c'est Gaël qui a pris un nom qui est dans le tome 1 pendant la répartition. À un moment il y a quelqu'un qui s'appelle Moon mais on n'a même pas son prénom, donc on sait même pas. Je crois que depuis, J.K. Rowling a dit quand elle a sorti la liste des étudiants, elle a dit que c'était un garçon. Mais bon, en tout cas, Gaëlle, l'autrice de cette fanfiction, a imaginé que c'était une fille qui s'appelait Mallory Moon. Et en fait, à partir de là, elle a imaginé donc, toute l'histoire de la famille des Moon et tout. Et ce qui est marrant, c'est que donc c'est sur 4 générations. Et quasiment toutes les fanfictions suivent complètement le canon. Enfin, elle a vraiment réussi à raconter l'histoire de ces personnages qui sont tous liés à des personnages qu'on connaît d'Harry Potter et tout, mais en respectant le canon à chaque fois. Et juste sur la fin de la dernière fanfic de la série, elle a changé, elle s'est détournée du canon, mais elle a utilisé son propre canon du tome 7 qu'elle avait écrit avant la sortie du tome 7 il y a 10 ans. Enfin, je crois qu'elle a utilisé des éléments de ça. Donc c'est assez cool aussi, de te dire, bah voilà, un peu au bout d'un moment, quand en plus t'en fais depuis longtemps, tu peux aussi réutiliser ton propre univers. Ce qui va nous permettre du coup de parler de la prochaine question qu'on se posait, c'est, là on a surtout parlé en tant que lecteur, lectrice, comment on voit ça, le canon, en tant qu'autrice de fanfiction. Parce que du coup on peut moins, on écrit moins de fanfic qu'on en lit. Ouais. Donc qu'est-ce qui est intéressant du coup pour vous d'écrire, est-ce que c'est justement respecter un peu le canon à la lettre ou pas tout, ou enfin voilà, quel est le rapport à ça? Moi je sais que, alors j'essaye de réfléchir un peu, j'avais tendance à suivre un peu quand même le canon au début, mais parce que j'écrivais beaucoup sur du Harry Drago post-Poudlard, souvent je viens l'épilogue, enfin je prends jamais l'épilogue, ou alors j'écris sur les enfants, et du coup bon, je prends l'épilogue, mais et du coup je respectais un peu, mais sans aller vraiment dans les détails, quoi. Je connaissais un peu leur histoire, machin, etc., mais j'allais pas voir dans les livres. Et par contre, du coup, pour ma dernière fanfic, j'ai relu intégralement Harry Potter pour noter toutes les interactions et justement pour tout utiliser, parce que c'est ça que je trouve intéressant maintenant, et parce que j'ai aussi envie de aller un peu... Enfin, il y avait toujours ce truc de oui, Drago et Harry c'est pas canon, oui, ça peut pas marcher. Enfin, toutes les critiques en fait que je prends depuis 10 ans ou que je lis, j'ai envie d'aller contre ça en respectant à la lettre le truc et pour quand même construire quelque chose d'intéressant et tout. Donc bref, j'ai évolué. Et toi, du coup, Sophie, en tant qu'autrice, parce que t'as écrit quand même 2 longues fanfictions sur l'époque des maraudeurs. Dont une qui n'est pas terminée, qui ne le sera jamais. Je l'ai enfin admis, il y a quelques mois. J'ai écrit un message, ça ne sera jamais, c'est mort. Mais les gens étaient très compréhensifs, j'ai eu super peur, j'ai écrit, je me suis cachée, j'ai attendu quelques semaines avant d'y retourner, j'ai fait ça va. Et je suis encore plus inflexible concernant le canon quand il s'agit de moi qui écris. Parce que je pense que j'aime bien le challenge en fait. Alors, je vais en parler dans ma chronique, mais il y a des moments où j'ai pris des libertés parce que c'est quand même un plaisir d'écrire et il y a des moments où tu sens que ça te bride trop en termes juste de créativité et d'imagination, mais sinon, c'est vrai que je mets vraiment un point d'honneur à respecter le canon. Pour les maraudeurs, pour la fanfiction sur les maraudeurs, je m'étais vachement informée au préalable. Alors il y a eu des fois, il y a eu des couacs, il y a eu des trucs que j'ai appris après. Et c'est trop dommage parce que quand tu les apprends, tu fais mais ça aurait fait une super histoire et tu fais bon bah c'est trop tard. Mais c'est vrai que je m'y étais beaucoup attachée. Il y a un exemple tout bête, c'est quand on a les souvenirs de Rogue, quand il a été à Poudlard avec toutes ses interactions, tous les dialogues hyper forts qu'il a avec Lily. Bon, en fait, je les ai réintroduits dans certains chapitres en imaginant la scène, comment ça arrivait. Et ça, c'était un challenge que j'avais bien aimé faire. Et donc oui, sinon j'essaye vraiment, j'avais écrit des dramen, alors qui n'existent plus sur internet, mais j'en avais écrit et j'avais essayé de tenir jusqu'à la fin du tome 6, et en gros le canon s'arrêtait au tome 6 et j'imaginais le tome 7 en gros en faisant du dramion. Et j'ai aussi un peu écrit, mais j'étais jamais allée jusqu'au bout, c'était
Rose et Scorpius, justement, pour parce que comme Oui. Dramion c'était pas canon, je m'étais dit je peux faire une sorte de Leurs Dramion. enfants, voilà. avec leurs enfants. Bah, c'est Avec- complètement ça, hein, d'ailleurs, le Rose Corpus. Bah oui, Et comme Bah, du Scorpius. Ouais, c'est du ça. Dramion ça. et du Drari projeté sur Exactement. leurs enfants, quoi. et là aussi j'avais essayé de me caler sur tout ce qu'on sait, donc non, c'est vraiment un challenge que je mets, c'est pour quand j'écris, c'est ça en fait que j'aime bien, c'est respecter le canon, sinon je vois pas trop l'intérêt d'écrire. Ok. Ouais, bah du coup, moi j'ai commencé un peu comme toi, parce que alors, ma première fanfic, il y a bien longtemps, quand j'avais 14-15 ans, c'était une fanfiction sur les maraudeurs, et en fait, je voulais essayer de raconter l'histoire d'amour entre James et Lily, et comment ils arrivent à s'apprécier pour finalement tomber amoureux, enfin toi-même tu sais quoi. et en fait, alors pour le coup, j'étais vachement canon. Mais comme je suis pas très persévérante, je jamais terminé cette fanfiction. Je crois que Mais j'avais c'est écrit dur, 10 hein. chapitres, c'est hyper dur. Et surtout que je poussais le vice parce que non seulement je voulais être dans le canon des romans, mais en plus je voulais aussi être dans le canon entre guillemets de l'histoire. Et comme leur histoire se passe en 76-77, en fait je faisais des tonnes de recherches pour être sûre que les Ouais. films qu'ils citaient, les musiques qu'ils écoutaient, les vêtements et tout machin, enfin que les trucs correspondent aussi à l'époque. Parce que moi j'avoue qu'il y a un truc qui m'énerve pas, enfin un Ouais. truc qui m'agace énormément, c'est les fanfictions sur Harry et compagnie qui sont censées se passer dans les années 90 et où ils ont tous des iPods et en plus on oublie la règle que l'électricité ça marche pas à Ouais, Poudlard, tu sais. Mais enfin je trouve que pour le coup c'est... Pour moi ça fait partie du canon, mais c'est... Tu peux ne pas respecter le canon, mais je trouve que respecter l'époque... Alors c'est peut-être un réflexe historienne, Non, j'ai fait non, des études t'inquiète. d'histoire et tout, mais respecter l'époque pour moi ça me semble hyper important en fait, parce que ça donne aussi de la crédibilité à ton histoire, enfin... Ouais, quand j'ai écrit De la l'entrée, fanfiction, j'ai eu plein de commentaires de pourquoi ils fument tous. Ah, mais Et moi Ouais. je dis bah c'est les années 70. Enfin, on fume. bah, voilà. Et ils disaient ah oui ok, parce qu'il y en a qui disaient ça me gêne vachement, ils sont tous en train de fumer en Ouais. permanence. Et moi je dis bah en fait c'est l'époque. Ouais, c'est ça, c'est Tu l'époque... fumes et tu t'en fiches. D'ailleurs déjà c'est des sorciers donc je pense que le cancer c'est pas trop leur voilà. Ouais, Mais ça c'est... bah oui, enfin, à chaque fois, Ouais. il y a des moments où je me dis, ah, ça, c'est vrai que c'est pas bon pour la santé. Je me dis, non, mais c'est des sorciers, donc bon. Et après, je me suis juste dit, oui, enfin, ils fument, c'est l'époque, donc c'est logique. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de jeunes générations qui trouvaient ça super bizarre, qui fument en permanence comme ça et qu'il n'y ait pas de conséquences où personne dit, ah, c'est pas bien, je suis pas dans les années 70, les gens. La cigarette, c'est pas leur problème principal. Non, et c'est ça, et puis je trouve que c'est... Enfin, comment dire, pour moi, Harry Potter, c'est aussi une série qui marche bien, parce qu'il y a un univers formidable et tout, mais parce qu'elle est aussi ancrée dans une réalité... Enfin, pas dans une réalité, parce que c'est du coup le monde magique, mais ça fait quand même écho à des choses qu'on connaît, Bon, elle nomme jamais de responsables politiques et tout, mais ça fait quand même écho à des trucs de l'histoire, des choses qu'on connaît, et... Enfin, je trouve que du coup... S'en détacher complètement, même si tu racontes une romance de merde, juste avoir conscience que bah, si ton histoire se passe en 94, ils ne peuvent pas s'envoyer des textos, quoi. Ou se chatter sur MSN, enfin. Et enfin bon, voilà, du coup, moi j'avais vachement ce truc-là aussi sur mes premières fanfics. Et là, sur les trucs que j'ai écrits plus récemment, donc je suis vachement plus sur les personnages de l'année de Harry, notamment les Gryffondor, Poufsouffle, Serre-d'Aigle, enfin, Serpentard aussi d'ailleurs, enfin un peu tous ces personnages-là. Et en fait, je me suis pas mal penchée sur le personnage de Parvati Patil, donc qui est dans l'année de Harry. Et bah là, ce qui est assez chouette, c'est que justement, ça me donne une liberté. En fait, on sait pas grand-chose finalement de ces personnages-là. Enfin, on sait que Parvati et Lavande sont tout le temps fourrés ensemble, que Parvati a une sœur jumelle, que ses parents ont été inquiets et donc les ont ramenés plutôt quand Dumbledore est mort. Simus et Dean, on sait que Simus vit juste avec sa mère. Que Dean alors je crois que Dean avait un peu plus d'éléments, il est moitié-moitié, ouais, c'est ça, moi je suis moitié-moitié. Non, ça c'est Simus qui est moitié-moitié, et Dean il est né moldu. Et surtout, enfin en fait, il pense être né moldu parce que son père s'est barré, et donc il sait pas si son père était un sorcier ou pas. Il peut pas prouver. Il peut pas prouver, et c'est pour ça qu'il se barre pendant la 7ème année. Et donc à partir de là, en fait on sait ça, et en fait à partir de là, mais enfin tu fais ce que tu veux quoi. Et donc moi c'est ça qui me plaît bien, et d'ailleurs il y avait une copine qui écrivait un peu aussi sur le même truc où on passait que vous connaissez, enfin mais on passait enfin on s'envoyait des MP hyper longs pour genre se dire ah et là tu penses pas que peut-être qu'ils font ça, et peut-être qu'à ce moment-là il se passe ça entre eux. Enfin voilà, moi j'avais pas mal travaillé sur la relation de Parvati avec sa sœur, de se dire elles ont été, parce qu'il y a ce truc je crois dans un des
dans le 2e tome, je crois, quand Colin Crivet arrive et qu'il espère que son frère... Non, dans le 4e, du coup, quand il espère que son frère va être réparti à Gryffondor, il y a quelqu'un qui dit « Ah ouais, mais du coup, les frères, ils sont souvent ensemble et tout, les jumeaux notamment. » Et puis quelqu'un fait « Bah, pas forcément, regarde, les sœurs Patil, elles sont pas dans la même maison. » Et donc, du coup, je m'étais dit « Ah, mais qu'est-ce que ça a pu avoir comme conséquence sur elles, le fait de pas être dans la même maison, alors qu'elles ont passé toute leur enfance ensemble tout le temps. » Enfin, voilà. Et du coup, bah, en fait, tu peux complètement suivre le canon, mais à la lettre en fait, si tu veux. Mais comme on sait pas grand chose de ces personnages et que J.K. Rowling nous a rien dit sur ce qu'ils deviennent spécifiquement après, et ben si Parvati ça devient une icône queer et que elle se tape tout le monde sorcier lesbien, et ben je peux écrire ça quoi. Ou voilà, enfin je peux les faire partir en voyage au bout du monde, leur inventer des métiers dont on sait pas s'ils existent. Enfin il y a ça aussi, c'est le monde sorcier, on en a certains éléments, mais il y a plein de choses qu'on sait pas. Il y a sûrement plein de métiers dans le monde sorcier. Qu'on n'a pas eu l'occasion de connaître quoi. Enfin, moi, je sais que j'avais aussi beaucoup travaillé là-dessus mais du coup j'avais tendance à pas utiliser des personnages secondaires mais à créer mes propres personnages. Oui. Et c'était dans ces trucs là où je respectais le canon entre guillemets parce qu'en fait je construisais un univers qui était à côté en fait et qui a des liens et on voyait de temps en temps Harry et on rencontrait Malfoy ou enfin des trucs comme ça mais c'était totalement indépendant et du coup là j'avais carte blanche. Et en même temps, ça restait canon et ouais, il n'y avait pas ce problème de genre... il n'y avait pas ces questions-là, en fait, du coup. Et ça, c'était cool. C'était assez libérateur, justement, je trouve, de construire après son propre univers, ses propres personnages, ses propres familles. Et en plus, c'était des personnages dans lesquels t'avais infusé des dynamiques, des ships pas canons que t'aimais bien. Donc, j'écrivais du Harry, mais pas avec... Pas avec Drago et Harry, quoi. C'est ça qui est beau. Mais du coup, ça permettait aussi de leur faire avoir d'autres histoires sans tomber dans l'univers alternatif où les parents de Harry sont en vie ou je sais pas quoi, etc. Même si j'ai beaucoup aimé les univers alternatifs à un moment. Après, c'est vrai qu'il y avait ce truc de la rigueur dans l'écriture. À un moment, tu deviens un peu exigeant aussi dans tes fanfics. Tu veux qu'elles soient bien écrites, tu veux que ce soit pas un peu par-dessus les jambes. T'as envie d'éviter les clichés un peu éculés. Ouais, voilà, que ce soit pas trop homophobe, tout en étant. Et là, je parle de slash, que ce soit pas trop dégueulasse en termes de stéréotypes. Et du coup, tu montes un peu dans tes critères et. Ouais, du coup, bref, je sais pas comment je vais terminer cette phrase, mais. On a compris ce que. L'enjeu. Je voulais dire. Du coup, c'est peut-être l'occasion de parler de headcanon. Mathilde, t'as fait une chronique dessus. Alors, le headcanon, en gros, c'est. Alors, comment tu le définis ? Pour moi, c'est le canon du fan, en fait. Oui, c'est ce que tu fais dans ta tête. Nous, on imagine dans notre tête de la backstory, de l'histoire, des origines du personnage. Ouais, bah du coup, moi, j'avais envie de parler de headcanon et de comment on peut raconter une autre histoire, tout en restant dans le canon, un peu ce dont je parlais, en s'appuyant sur des personnages secondaires, voire tertiaires, voire des noms. Moi, j'ai écrit plein de fanfics et j'avais même imaginé toute sa vie sur Demelza Robbins, qui est la poursuiveuse de l'équipe de Quidditch de Gryffondor en 6ème année. Et c'est génial, parce que tu fais ce que tu veux. Et donc, j'avais imaginé une vie en m'appuyant sur les quelques mentions qu'il y avait, à partir de quelques fanfics que j'avais lus, et voilà. Et donc, le headcanon, c'est ça, c'est qu'est-ce que tu penses que ce personnage vit. Et en fait, c'est d'autant plus intéressant quand je trouve en tant que lectrice aussi, comme j'aime bien lire donc des fanfictions sur des personnages secondaires, l'histoire est d'autant plus intéressante que tu sens que le personnage a été réfléchi. Que c'est pas juste, j'ai pris ce personnage qui est mentionné là et tout, mais je lui ai vraiment imaginé toute une histoire, donc j'ai un headcanon sur ce personnage, et en fait, ses actions ont une cohérence parce que peut-être que ce personnage a vécu ça plus jeune, ou que dans le cas de Harry Potter, ses pouvoirs se sont déclenchés de telle manière, donc du coup il a un peu... ou il a pas connu ses parents, ou c'est un émoldu, ou... Enfin voilà, tous ces personnages dont on sait pas grand chose finalement, et on peut développer ce headcanon et imaginer un peu... Enfin voilà, comment est ce personnage, quoi, qui il est ou qui elle est. Et en fait, ce que je trouve assez cool, c'est aussi de pouvoir confronter son propre headcanon avec le headcanon des autres. Donc, comme je disais, j'ai pas mal écrit sur Parvati. Il se trouve que sur le site sur lequel j'écris, il y a une autre autrice qui écrit aussi pas mal sur Parvati. Et on n'a pas exactement les mêmes références. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a... en fait, sur Parvati et Padma, donc Padma, la sœur jumelle de Parvati, on a un peu inversé ce qu'on imaginait qui leur arrivait. Enfin...
Parce que moi j'avais écrit tout un truc où en fait la Padma, la sœur de Parvati, se pliait un peu à ce que leurs parents assez conservateurs attendaient d'elle. Et Parvati, elle essayait de se détacher de ça, alors que cette autrice, elle a écrit un peu l'inverse. Et donc c'est drôle aussi de pouvoir confronter nos idées. Enfin voilà, le headcanon de quelqu'un, de parfois voir ton headcanon modifié par ce que tu lis de quelqu'un. Enfin, cette amie avec qui je parle souvent de ces personnages qu'on aime bien, j'ai incorporé à mes propres histoires des choses de son headcanon. Parce que je trouvais que c'était cohérent, que ça marchait bien, et ok, voilà. Enfin, c'est pas dans le canon, c'est son canon à elle, mais ça marche dans mon histoire, donc... Et pareil, ça rajoute une contrainte autour de laquelle on peut broder. Et on se rend compte d'ailleurs que certains headcanons prennent tellement d'importance dans des fanfictions qui ont eu beaucoup d'influence que ça en devient des références communes. Enfin voilà, je pense qu'un jour il faudra qu'on se pose la question dans un épisode prochain de la salle de bain des préfets et l'appartement des préfets en chef. Donc il y a ce trope des fanfictions Harry Potter où les deux personnages qu'on espère se voir pécho deviennent préfets en chef et ils ont un appartement juste pour eux, donc qu'ils partagent, ils ne vivent plus dans les dortoirs et ils se pécho dans l'appartement des préfets en chef. Et ça, il y a bien quelqu'un qui a dû inventer ce truc-là parce que c'est mentionné nulle part dans les livres. Donc il y a quelqu'un qui a dû inventer ce truc-là quelque part. Quelle est la première personne? Et en fait, c'est devenu un motif, ça fait presque partie du canon pour certains fans parce que t'as des fans qui se disent « Ah bon, mais ça fait pas partie du canon ?» Et en fait, ils sont tellement habitués à lire des fanfics qui reprennent ce motif-là tout le temps que du coup, on en arrive voilà, un truc commun, quoi, des références communes. Et donc, du coup, je voulais parler d'un exemple assez frappant que je trouve, alors cette fois-ci qui n'est pas du fandom Harry Potter, mais du fandom Marvel. C'est le personnage de Darcy Lewis. Darcy Lewis, c'est un personnage secondaire des films Thor, donc on la voit dans Thor 1 et Thor 2. Et en fait, c'est l'assistante la stagiaire de Jane Foster, qui est donc l'astrophysicienne que Thor rencontre quand il arrive sur Terre, et Thor tombe amoureux de Jane Foster, et voilà. Et après, il se passe plein de choses. Et donc Darcy, c'est la stagiaire de Jane Foster. Et clairement, dans les films, elle a un rôle, c'est le comic relief. Elle est là pour faire rire. Donc toutes ses répliques sont un peu drôles. Je sais qu'il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui aiment pas trop ce personnage, parce que, en fait... elle est pas très bien écrite, enfin, elle est pas hyper intéressante, mais il se trouve qu'elle est jouée par une actrice, Kate Dennings, qui joue dans Two Broke Girls, qui est une actrice assez chouette et assez populaire. Et en fait, quand j'ai commencé à lire des fanfictions Marvel, j'ai découvert que Darcy Lewis était une star de l'univers des fanfictions Marvel. C'est-à-dire qu'il y a autant de fanfictions sur elle que sur des personnages qui sont vraiment... Bon, peut-être pas que sur Tony Stark ou Captain America, mais disons que sur Bucky Barnes, le meilleur pote de Captain America, qui est quand même un personnage important, je pense qu'il y a facilement autant de fanfictions sur Darcy Lewis que lui. Et parce que c'est un personnage que les fans se sont appropriés, je pense, parce que aussi c'est... Les premières phases du MCU, enfin donc l'univers Marvel au cinéma, donc là je parle vraiment de ça, de l'univers Marvel au cinéma, c'était quand même très masculin, très les mecs blancs baraqués qui sauvent le monde, quoi. Et les personnages féminins, il y en a eu des badass tout de suite, mais soit elles étaient astrophysiciennes, guerrières de l'espace ou PDG d'une grande entreprise, quoi. Et je pense qu'il manquait à toutes les filles qui écrivent des fanfictions Marvel des personnages auxquels on pouvait s'identifier. Parce que dans Harry Potter, en fait, les personnages, ils ont des pouvoirs magiques, mais à part ça, c'est des personnages comme nous. Quand t'as écrit sur des super-héros, t'as besoin de quelqu'un qui te permet... Et du coup, je pense que Darcy Lewis, c'est devenu une porte d'entrée dans l'univers pour beaucoup de fans. Et ce qui est drôle, c'est que y a tout un espèce de canon commun qui s'est formé autour d'elle. Donc les headcanons de certains fans qui sont devenus une espèce de headcanon commun. Donc on sait dans les films qu'elle est étudiante en sciences politiques et qu'elle se retrouve un peu là par hasard, et qu'elle est bonne en informatique, donc selon les fanfics, on va la voir devenir RP pour les Avengers, ou hackeuse qui aide Captain America sur ses missions. On sait pas grand chose de sa vie, donc certaines personnes se sont dit en fait c'est peut-être la fille cachée de Tony Stark, ça marche sur les dates, tu vois, donc pourquoi pas. Par exemple, un truc qui pour le coup n'a aucun fondement dans les films, c'est dans vachement de fanfiction, Darcy Lewis c'est un personnage qui adore cuisiner, et qui passe son temps à cuisiner quand elle est stressée et tout. Et c'est un truc que j'ai retrouvé dans énormément de fanfics, alors que ça n'a aucun fondement. Donc c'est vraiment un headcanon qui est devenu un espèce de canon de fans, voilà.
Donc, ce que j'ai lu là-dessus, parce qu'il y a quand même eu 2-3 articles écrits là-dessus sur des sites de fans, c'est que la manière dont elle a été écrite dans les fanfictions a pas mal été inspirée du personnage de Kat Dennings dans Two Broke Girls. Moi j'ai pas vu la série, mais son personnage est assez populaire là-dedans, donc ça a aussi aidé à la popularité du personnage dans la fanfic, quoi. Mais donc voilà, je trouve que c'est un exemple assez fascinant d'un headcanon, ce qui peut devenir une porte d'entrée sur autre chose, quoi. Ouais, non, c'est hyper. Donc voilà, en somme, le headcanon, c'est quelque chose qui nous permet d'explorer l'histoire et de développer des personnages tout en restant dans le canon, ou pas. Voilà. Bravo. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Parce que si tu veux, quand j'ai écrit la fanfiction sur les maraudeurs, le headcanon, ça s'est quand même très vite imposé. Bah oui. Déjà que James et Lee, c'est des personnages principaux qui ne sont pas des personnages principaux Ouais, de base de la saga. c'est ça. Donc eux, ça va, on a quand même pas mal d'infos. Donc tu les mets au bout à bout et ça fait un truc cohérent. Mais alors, par exemple, on sait pas grand chose sur leurs parents. c'est ça. Et c'est con, mais ça joue. Enfin, Exactement. Donc les potes de James, on les connaît. Par contre, Lily, tu vas pas la mettre toute seule. Ouais. Donc il faut lui inventer ses petites copines. Donc moi, il y a un moment, j'ai fait un truc tout simple. J'ai pris le passage, je crois que c'est dans Harry Potter 5, oui c'est dans Harry Potter 5, où Sirius tient une photo de tous les membres de l'Ordre du Phénix, et donc où il y a beaucoup de gens qui avaient l'âge de James et Lily, donc durant le premier Ordre du Phénix, et lui dit, il y a Marlène McKinnon, elle est morte à tel moment, et elle s'entendait très bien avec machin, d'eux ils étaient très proches de ton père, enfin... Voilà, juste les petits trucs où eux ils sont morts et on a retrouvé que des morceaux d'eux, quoi, que ça. J'ai noté tous les noms en disant bon, alors eux ils avaient à peu près le même âge que James et Lily, donc ils sont de la même génération, ils avaient les mêmes idéaux, bon ils meurent à peu près, voilà. Il y a moyen ils se retrouvent qu'ils dans aient des l'ordre, potes. donc on va en prendre 2-3 meufs, les potes de Lily, voilà, et à partir de là on a le quatuor du côté de Lily. Et donc ça collait au canon. Mais après, tu brodes, quoi. Ouais. C'est tellement large qu'en fait, tu peux faire ce que tu veux. Mais ce qui est drôle, c'est que sur les potes de Lily, t'es pas la seule à l'avoir fait, quoi. Enfin, les fanfics où on voit Alice amie avec Marlène McKinnon, Lily amie avec Marlène McKinnon, ou avec Alice, Dorcas ou Alice ou quoi, c'est vachement courant parce que je pense que les gens se sont dit, ok, donc c'est qui ces potes, quoi. C'est ça, c'est totalement ça. Moi, ce qui m'avait aussi beaucoup aidé à trouver une solution pour ça, en gros, il y a quelque chose que je fais beaucoup avant de commencer à écrire une fanfiction, c'est aller sur Tumblr et chercher les Dreamcast. Donc en gros, quel acteur on imagine pour tel personnage. Et ça m'avait beaucoup aidé à voir à peu près comment les gens imaginaient physiquement James et Lily. Et j'étais vachement d'accord avec le choix des personnages. Et ils avaient imaginé... Aaron Johnson et Karen Gillan. Voilà. Nous-mêmes on sait, voilà. les vrais. Bonjour. Donc Aaron Johnson et Karen Gillan qui d'ailleurs sont des acteurs de l'univers Marvel également. Et donc il y a plein de fan vidéos avec eux, je fais un montage. Par contre, là tu sens qu'il y a une nouvelle génération d'ados qui sont pas du tout d'accord avec ce choix. Ouais, qui les connaissent pas en fait, qui les ont pas vus dans leur film. Et donc qui te prennent d'autres gens et je suis là, mais c'est qui? mais non. Et ça a genre 50 000 vues et tout sur YouTube et je suis pas du tout d'accord. Mais donc voilà, faut faire avec, hein. C'est les nouveaux ados qui... Ça y est, on est vieilles, hein. Mais on est des vieilles de la fanfiction. Et donc quand j'étais sur Tumblr, j'avais pu voir d'autres, en gros Marlène McKinnon, quels gens ils imaginaient. Et je me suis dit, mais c'est vrai que oui, tu peux trop imaginer que c'est la même génération, enfin le même groupe de personnes, d'entourage. Et donc c'est comme ça aussi que j'avais pu imaginer les gens dans ma tête et donc bien voir des interactions possibles. Et je me suis dit, ok, je la rajoute à ma fanfic. On est plein à le faire parce qu'il y a un moment sur cette période-là, des années 70, les noms en vrai ils sont quand même vite limités. Ouais, c'est ça. Après, du côté des Serpentards, tu peux faire tous les parents, quoi. Tu peux grave Goyle, Malfoy, tu les mets tous notes à la suite, et puis voilà. Et il y a ce truc aussi dans le headcanon, notamment chez les Serpentards, de faire que Zabini c'est le meilleur ami de Drago, que Théodore Nott c'est un peu un électron libre qui travaille tout le temps à un moment donné, on ne sait quel camp. Mais du coup, là, c'est ce qui est marrant, c'est que du coup, le headcanon devient du fanon, donc un headcanon commun à tous les fans, quoi. C'est ça. Et c'est des motifs qu'on retrouve. Je pense qu'il y a des choses, c'est avec le nom. Tu vois, Théodore Nott, le mec s'appelle Théodore, c'est un nom hyper bourgeois. Et il est père de... Enfin, son père est de Mange-Mort, je crois. Son père est Mange-Mort, c'est ça, donc tu te dis, il vient d'une grande famille, ou en tout cas c'est des sang purs. Donc tout de suite dans ta tête, tu te fais le truc. Et il est méchant, donc t'imagines un brin ténébreux, parce que le méchant blond est pris par Drago. Donc au final, tout le monde
s'y Ouais, c'est ça, retrouve. tu t'y retrouves. Il y a des trucs où tout le monde s'y retrouve parce que c'est l'évidence même, quoi. Le mec s'appelle Théodore et on sait que les noms sont pas forcément choisis au hasard, quoi. Drago, voilà. Donc Théodore, si on l'appelait comme ça, c'est parce qu'il a un petit côté un peu élitiste, tu vois. Donc ça le fait, et donc je pense qu'il y a des trucs aussi où on se rejoint parce que les quelques micro-infos que t'as, ça te permet d'avoir une idée de la personne hyper facilement. Il y a aussi Charlie qui est asexuel, souvent, enfin bon, c'était pas au début, etc. Récent, mais récemment tu vois quand même beaucoup de Charlie Ace qui est fan de ces dragons et qui ne veut rien d'autre. Parce que J.K. Rowling avait dit, quand on lui a demandé si Julien Gobi, elle a fait non, lui il aime ses dragons. Ça crée un truc. Des trucs comme ça, qui finissent par être tellement ancrés dans la culture fan que tu sais même plus si c'était vraiment dans les bouquins ou si c'était ça s'est vraiment passé dans les... Moi je réalise parfois que j'ai des perceptions, quand je parle d'Harry Potter avec mes potes qui font pas de fanfiction, on se rend compte qu'on a des perceptions des personnages ou qui sont complètement différentes en fait, parce que du coup je me suis réapproprié les personnages à force de lire des fanfictions, d'en écrire un peu, d'avoir ces conversations avec d'autres auteurs et lecteurs, et mes potes qui eux sont restés au bouquin ou au film, en fait on n'a pas exactement la même perception des choses, quoi. Et puis il y avait ce truc, t'en as parlé un peu dans ta chronique, qui m'a marqué de connecter les headcanons entre fans, entre auteurs de fanfiction. Ça c'est génial. Et alors bon, moi je l'ai beaucoup fait aussi parce que j'ai fait du RPG, donc du jeu de rôle sur forum, où chacun a son personnage et du coup tu l'intègres, donc souvent c'était à Poudlard, machin, dans je ne sais quel contexte, et du coup ça aide aussi à l'interaction. Mais je sais que j'avais des personnages et des familles où moi j'en exploitais un, et j'avais une amie qui exploitait son cousin Germain, et qui faisait ses propres fanfictions, et du coup je lisais ce qu'elle écrivait pour ensuite l'intégrer dans mon truc, ou une autre amie aussi qui écrivait bien avant sur la famille Black, et c'était, je sais plus, c'était 1 ou 2 siècles avant. Et du coup, comme moi c'était une vieille famille de sang pur, et j'avais remonté son arbre généalogique pour lui trouver des personnages et pour lui enfiler pour sa fanfic. Et bref, et du coup tout ça en fait, tu crées un univers commun, un univers partagé, quoi. Ouais, et ça c'est vachement cool à faire. C'est hyper motivant. Ouais. Ça a l'air hyper ardu quand même. Mais ouais, du coup, le coup des univers partagés, c'est assez cool. Et je pense que du coup, on peut peut-être enchaîner sur la question suivante, qui... en fait, quand on a un univers étendu, dans le cas de Harry Potter par exemple, où il y a des spin-offs, des livres, des films qui ne sont pas adaptés des livres qui ne sont pas des romans, et surtout, on a une autrice qui rajoute des détails tout le temps, depuis 15 ans, à son histoire. Comment on détermine ce qui est canon ou pas canon ? J'ai envie de dire, c'est souvent un peu comme ça nous arrange, mais je pense qu'il y en a beaucoup quand même qui s'attachent aux livres. Alors il y a eu un moment où on disait les livres plus Pottermore, c'était quand même assez commun, parce que mais elle en a tellement rajouté à un moment que ça a tellement détruit les fanfictions et les headcanons de tout le monde que j'ai l'impression qu'il y a une réaction un peu inverse de genre tu nous fais chier en fait, voilà. Parce qu'au début Pottermore, ce qui était cool, c'est qu'on en apprenait plus sur le monde sorcier. Et ça c'était bien parce que ça nous permettait d'avoir quelques personnages, et ça nous permettait, hyper intéressant. C'était des trucs auxquels on pouvait se raccrocher justement pour créer notre headcanon sur des personnages ou sur des moments précis. Mais quand on commence à nous réécrire toute l'histoire, ouais, non, ça devient pas possible, quoi. Pareil, du coup, quand même le next gen, donc c'est la nouvelle génération, donc ce qui se passe 19 ans plus tard, c'était quand même hyper populaire. Il y a eu des canons créés, il y a eu des univers partagés, il y a eu plein de trucs. Et l'enfant maudit, ça... En plus, déjà, c'était nul. Enfin, l'histoire, apparemment, la pièce de théâtre, c'est très bien, enfin voilà, mais l'histoire en elle-même... c'est une fanfiction qui s'appelle 2005, c'est ça, je pense. On a l'impression qu'il y a tous les éléments des fanfictions avant tome 6 ou avant tome 7 qui sont revenus dans le bouquin, quoi. Et je pense que ce truc-là, ça a un peu quand même... Et en plus, après, derrière, les animaux fantastiques, et voilà que Nagini est une femme asiatique, et voilà que je sais pas quoi... Ouais. Donc moi, à titre personnel, j'ai décidé que mon canon, c'était les 7 tomes, l'épilogue quand ça m'arrange, mais pas l'enfant maudit.
Enfin, mais je dis ça, et en même temps, j'ai eu du mal à écrire des choses qui se passaient dans 19 ans après, depuis que j'ai lu L'Enfant Maudit, parce que du coup, ça s'éloigne, enfin, ça interagit, et mon instinct qui est de retenir le canon. Après, je pense qu'on peut retenir des éléments, par exemple, dans L'Enfant Maudit, j'aime bien ce truc de la relation un peu conflictuelle, un peu compliquée entre Harry et Albus, qui se comprennent pas. Ça, j'ai trouvé que c'était un truc hyper intéressant de la pièce. Donc je pense qu'on peut complètement réutiliser ça. Mais ça existait déjà avant, tu vois. Ça existait déjà avant, en fait, voilà. Mais du coup, il y a plus, enfin, il y a une meilleure base, enfin, t'as plus d'éléments, quoi. Et les animaux fantastiques, le premier film, je le voyais bien rester dans le canon. Le deuxième est une catastrophe. une catastrophe, donc je suis pas sûre. Mais bon. Une catastrophe d'ordre temporel. Mais par exemple, ce qui est cool avec les animaux fantastiques, c'est qu'on en a appris plus sur le fonctionnement du monde magique international. Oui. Et moi, ça c'était quelque chose que j'avais vachement envie de voir, tu vois. Et que tu peux réutiliser. Je sais que pour une fanfic que j'avais si t'as déjà créé des trucs. Oui. Si t'as déjà créé des institutions. Il y en avait plein qui avaient créé des trucs sur les États-Unis. Moi, je me souviens avoir écrit sur des trucs aux États-Unis. Il y a des gens qui avaient imaginé des écoles. Il y avait déjà eu l'Institut de Salem dont t'as parlé dans le voilà, c'est ça, mais on avait imaginé des choses, tu vois. Et Après, moi j'avoue que comme j'écris très lentement, je peux m'adapter aux nouveaux éléments. Mais c'est vrai que quand t'as des fanfictions sur lesquelles t'as passé un temps fou et que d'un coup J.K. Rowling te balance un nouveau truc et t'es là, ah bah du coup ça marche plus, bah d'un moment le canon, c'est obligé de mettre de côté, quoi. Non, et puis même, on a du coup, on dévie énormément sur Harry Potter, mais c'est cool quand même. Il y a ce truc aussi que son univers devient aussi bancal, en fait. Il y a des... Parce que ce qui est intéressant dans le canon aussi, c'est de respecter un truc qui tient la route à la base pour ensuite construire ton propre château, tu vois, et que ça tienne. Et quand on arrive sur des incohérences temporelles pas possibles ou des trucs qui sont retirés et finalement que machin et tout, du coup, en fait, ça perd de l'intérêt parce que... Mais oui, c'est too much. Après, ce qui est drôle, c'est que du coup, moi, à un moment, je lisais pas mal sur des séries télé que je regardais. Souvent, j'avais envie, quand t'attends entre 2 saisons, la fanfiction est bien sympa. Tu crois que je regarde tu crois que je lis des fanfictions Good Girls, pourquoi? Mais du coup, pour le coup, avec les séries, par exemple, on a un canon qui évolue en permanence. En fait, ce que tu peux écrire qui sera dans le canon après la saison 2 le sera plus forcément même après le premier épisode de la saison 3, quoi. Et donc ça, c'est aussi pour ça que le rapport est plus souple sur des univers quand t'as 3 livres ou 7 dans le cas d'Harry Potter, mais prenons je sais pas, une trilogie, prenons À la croisée des mondes, tu vois. T'as 3 livres, parce que du coup il en rajoute, mais t'as 3 livres qui posent un univers avec un début, une fin, et en fait t'as tout de suite des éléments auxquels te raccrocher et te servir ou pas du canon de la manière que tu veux, mais quand l'univers évolue en permanence, soit parce que l'autrice ne sait pas s'arrêter, soit parce que c'est une série, un univers de film où il y a un nouveau chacun, au bout d'un moment tu peux pas rester dans le canon tout le temps, quoi, parce que le canon bouge. Et ce qui est drôle, c'est que par exemple je lisais des fanfictions sur Once Upon a Time, et il y avait un ship qui était vraiment un OTP, donc un couple imaginé par les fans, qui était ultra populaire, qui était Captain Crochet et Emma Swan, qui était l'héroïne de la série. Et en fait, dans la saison 3, ce ship est devenu canon. Et donc du coup, les fanfictions ont aussi changé de tête, quoi, parce que avant, les fans imaginaient comment ils allaient se mettre ensemble, et là, c'était comment leur relation se continue, ou comment elle se joue. Et je trouve ça marrant avec les séries, du coup, la fanfiction des séries, ça évolue. Moi, je suis beaucoup plus laxiste en termes de canon sur une série ou un film, parce que je trouve qu'il n'y a pas autant de détails que tu auras dans un livre. Un livre t'offre plus de noms, détails, de détails sur le fonctionnement, parce qu'il a cette possibilité par l'écrit. Donc pour moi, c'est normal d'être plus flexible. Je vais pas mettre les mêmes attentes. Quand par exemple, je m'intéresse au canon d'Harry Potter, moi, c'est les bouquins. C'est les films, parfois, quand il y a certaines choses qui dévient un peu, je prends ce qui m'arrange. Il y a quoi d'autre? Il y a certains documentaires de J.K. Rowling quand elle n'est pas encore en roue libre, où elle a dit des trucs, par exemple quand elle fait l'arbre généalogique des enfants. Et ça, c'est génial. Merci pour toutes ces infos. Merci. Voilà, j'en demandais pas tant. Il y a ça. Les animaux fantastiques, c'est mort, je l'ai jamais utilisé. L'Enfant Maudit, je l'ai même pas lu. Donc ça, j'ai dit jamais, ça ne fera partie de mon canon, tu vois.
Mais donc j'ai toutes ces informations écrites, tu vois, même l'arbre généalogique, je l'aime bien et parce qu'elle l'a fait, tu vois. Donc tu vois son travail et je le trouve hyper intéressant. Mais quand je suis sur un film ou une série, je suis pas du tout dans ce même genre de choses. Je suis beaucoup plus sur l'alchimie des personnages. C'est plus sur les personnages en fait. Et sur les scènes, comment elles viennent. Comment, justement un rythme cadencé. La avec, dynamique, voilà. C'est ça. Et mais il y a peut-être aussi ce truc de Harry Potter, on a tellement... Il y a eu un moment quand même où il n'y a rien eu. Ouais, il y a eu une longue période où il n'y a rien eu. Une longue période quand même où elle a rien fait, où elle donnait des petites infos, des trucs. Et puis elle écrivait ses autres bouquins, enfin elle voilà, était plus là-dedans. Et du coup ça a laissé le temps aussi au fandom de vraiment. Ah mais ça a été la période où le fandom a été le truc le plus. Et tout d'un coup, après coup, alors que c'était pas prévu, rajouter des choses et. Enfin, je pense que c'est pas pareil que quand une série, tu sais qu'il y aura la saison d'après, tu vois. Ouais. Oui, alors qu'on avait l'impression que c'était quand même. C'était terminé, quoi. Que c'était terminé et que ça pouvait être exploité comme ça. Mais je pense que ça doit être un peu le cas sur d'autres fandoms. Enfin, je sais que le fandom Star Wars a été énormément. Alors Star Wars c'est encore plus compliqué parce qu'il y a les films et puis il y a l'univers étendu. Il y a le préquel, il y a l'univers étendu qui depuis le rachat par Disney, depuis qu'il y a les suites, l'univers étendu a été annulé. Donc l'univers étendu est devenu lui-même une fanfiction. Donc l'univers étendu c'était les romans et les bandes dessinées qui avaient été écrites autour de l'univers de Star Wars qui étaient approuvés. Il y a des romans hyper cool d'ailleurs, mais tout ça a été du coup ça ne fait plus partie du canon de Star Wars maintenant. Mais parce que Disney a racheté Lucasfilm et a décidé ça c'est plus dans le canon. Donc il y a ça aussi. Enfin je pense que on parle beaucoup de J.K. Rowling qui en rajoute trop et tout, mais je pense qu'il faut aussi remettre ça dans son contexte actuel où aujourd'hui on a quand même par l'influence des films de super-héros et de l'univers des comics qui a infusé tous les domaines de la pop culture, on se retrouve avec plein d'œuvres pop culturelles qui sont à base d'univers étendus, d'univers partagés, tu fais se croiser des personnages qui vivent leurs histoires indépendamment, qui se recroisent, machin. Enfin en fait ce que nous on fait dans la fanfiction depuis le début quoi, mais qui là devient en fait une chose... Enfin, c'est limite la norme en tout cas à Hollywood et enfin même dans les jeux vidéo, il y a énormément de médiums dans lesquels le fait d'avoir un univers partagé ça devient un peu le truc de base quoi. Et toutes les séries qui ont des liens entre elles, enfin ça se fait de plus en plus aussi. Donc forcément, ça, je pense que ça bouleverse aussi les limites de ce qu'on appelait canon il y a 10 ans, quoi. Parce que il y a 10 ans, le canon, c'était les bouquins qui avaient été écrits. Enfin, quand t'as Peter Jackson qui fait le Hobbit, qui adapte le Hobbit en 3 épisodes et qui rajoute plein de trucs, enfin, il fait de la fanfiction, hein. C'est vrai. Et moi, je vous pose cette question, parce que je me la pose souvent. À votre avis, pourquoi J.K. Rowling fait ça ? Pourquoi est-ce qu'elle rajoute toujours des choses ? Alors j'ai 2 théories, soit c'est parce qu'elle pense vraiment faire plaisir aux fans en donnant, ou soit elle est incapable de lâcher son bébé et de se dire en fait maintenant ça appartient lâcher son œuvre. Je pense que c'est un peu les deux. C'est les deux ? Je pense que c'est un peu parce que le truc de faire plaisir aux fans, c'est vrai que pendant très longtemps il y avait ce truc de chaque année, le 31 juillet pour l'anniversaire de Harry, elle donnait un élément, machin, et c'est vrai que c'était un truc qu'on attendait et qu'on aimait bien quoi. Et les premiers trucs, comme tu dis, les documentaires où elle nous a donné juste après la sortie du tome 7, on était trop contents. Enfin, Pottermore, c'était vachement bien. Donc je pense qu'elle pense que ça continue de faire plaisir. Le problème, mais pourtant, elle s'en prend sur Twitter des trucs. Maintenant, les gens c'est un sont peu du genre à lui dire, quoi, à lui faire comprendre. Mais en même temps, tu vois, elle lâche vachement le truc sur les films, enfin elle a écrit le premier peut-être, est-ce qu'elle a écrit le deuxième, je sais plus. Pour les scripts des films. Ouais, elle a écrit l'enfant le premier. maudit, c'est pas elle qui l'a écrit, elle a validé. C'est pour ça que moi j'ai pas voulu le lire l'enfant maudit, parce que même si elle a validé, j'étais non mais voilà. Ouais. Mais elle a écrit le premier script des Animaux Fantastiques. Ouais. Le deuxième scénario, je sais pas si elle l'a écrit. Je crois qu'elle a été consultante peut-être, mais enfin en tout cas elle a participé au truc, ça c'est sûr, mais elle est peut-être pas scénariste. Parce qu'elle a plus la main non plus totalement sur son univers, tu vois. C'est vrai. Je sais pas. Mais tu vois, parce qu'il y a d'autres auteurs, enfin peut-être ça pourrait faire l'objet d'un sujet, les auteurs qui refusent la fanfiction, qui sont contre la fanfiction. J.K. Rowling, elle a toujours été pour la fanfiction. C'est vrai. Toujours encouragé ça et tout, ce qui n'est pas le cas au contraire, par exemple, tu vois, t'as des auteurs comme J.R.R. Martin qui refusent catégoriquement qu'on touche à son enfant, quoi, tu vois. Ce qui n'empêche rien, mais... Ce qui n'empêche rien, et en plus, maintenant qu'il y a la série, ça change, ça rebat complètement les cartes, mais là aussi, on a un exemple de canon qui évolue. Parce que les livres... Game of Thrones a dépassé le Trône de Fer.
Martin a dit que la fin serait un peu comme la fin de la série, mais pas complètement, mais un peu, mais pas complètement, mais pas complètement. Enfin, il l'écrit toujours pas. Voilà, et donc du coup, qu'est-ce qui est canon, quoi, que quand tu prends le canon de Game of Thrones, est-ce que tu prends le canon de la série, est-ce que tu prends le canon du livre? Et moi, ce que j'ai vachement vu à un moment où je lisais pas mal de fanfiction Game of Thrones, c'était des gens qui utilisaient enfin, plutôt se basaient sur la série, mais utilisaient des éléments des bouquins parce que ça les arrangeait bien, ça rajoutait des choses, des éléments et tout. Enfin, j'aurais fait l'inverse, mais ok. Ouais, il y a aussi l'inverse, mais du coup, comme je disais plutôt sur la série, c'était... Mais ouais... Et tu vois, Game of Thrones, c'est aussi un exemple d'univers étendu. Il avait toujours des bouquins historiques, des machins, on va avoir 15 spin-offs là qui arrivent en série et tout. Mais c'est ça, mais du coup, tu vois, ça va pareil. Est-ce que les séries Game of Thrones qu'il a pas écrites, est-ce qu'il les a écrites lui, ou il y en a qu'il va pas écrire sans doute, parce que je crois qu'il y a 3 spin-offs en cours, enfin des conneries comme ça. Je sais même pas s'il est dessus. Il est producteur de séries. Ça, mais du coup, il a pas entièrement la main, d'autres pas. Ouais, je pense que ça va être un peu comme sur les dernières saisons de Game of Thrones où... Mais du coup, c'est peut-être moins gênant parce que pour le coup, il y a pas un livre de base. Je pense que la saison a été décevante. En fait, il y a deux choses. Les dernières saisons de Game of Thrones ont été décevantes pour les fans des livres parce que c'était pas forcément ce qu'ils attendaient. Mais je pense aussi que les scénaristes n'ayant plus un bouquin sur lequel se baser, et d'ailleurs on voit la même chose avec les Animaux Fantastiques, ça n'a plus de sens. Enfin, il y a un manque de cohérence scénaristique qui va pas du tout parce que en fait quand t'as un bouquin avec un univers bien établi, avec plein de détails et tout, que tu utiliseras pas tout dans la série, mais au moins t'as une cohérence, je pense que c'est plus facile d'adapter ça en scénario. Et les Animaux Fantastiques, je trouve que dans le 2, ça sent, quoi. C'est la catastrophe. J'ai eu du mal à comprendre parfois. Ouais, c'est ça, c'est pas clair. Des micro-scènes partout. Des personnages éclatés, mais pas dans le bon sens, quoi. Pas le récit choral bien foutu et tout. Non, juste, tu ne comprends pas l'enchaînement des scènes. Et peut-être que le fait de plus avoir un matériau de base sur lequel... Enfin, qu'on adapte, quoi, c'est peut-être plus difficile pour certains, je sais pas. Clairement. Mais... Et c'est marrant, moi je connais pas trop le fandom Star Trek, mais Star Trek c'est quand même... Historiquement, c'est quand même le premier fandom. Enfin, c'est là où la fanfiction est apparue, dans les années 70, dans les... apparu. Enfin, apparu, pas apparu, mais c'est vraiment ce qui a lancé la fanfiction, quoi, en tant que tel. Et c'est pareil, aujourd'hui on se retrouve avec des séries spin-off, des films... qui sont liés à la série d'origine. Enfin, je sais pas, Star Trek, il y a je sais pas combien de... L'univers est de plus en plus étendu et je crois que ça s'arrête pas en plus. Enfin, je connais pas trop l'univers, faudrait peut-être qu'on fasse un épisode spécial avec un fan de Star Trek. On prend un expert, moi j'écoute, c'est tout. C'est ça. Après aussi, c'est vrai que, tu vois, par exemple, l'univers de Harry Potter, il se prête bien à écrire des histoires dans le même univers, avec les mêmes personnages, etc. Et sans avoir les personnages principaux. Ouais, alors que... Je sais pas, il y a d'autres fandoms où il y a beaucoup plus d'univers alternatifs, j'ai l'impression, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais on en a déjà parlé, je crois. Je reboucle un peu sur le même truc. Mais parce que je pensais à l'Attaque des Titans, en fait, qui est un manga et un animé. Et alors, j'ai pas lu énormément de fanfiction, j'ai plus lu des fancomics. Parce qu'il y a aussi il y a l'écrit, et puis il y a les gens qui font des fancomics. Et... alors il y a du missing moment, genre qu'est-ce qui se passe pour les machins quand on les voit pas et tout, mais il y a aussi pas mal d'univers alternatifs où tu gardes juste les relations entre les personnages et tu transposes dans un autre truc. Pour poursuivre et peut-être terminer bientôt ce sujet du canon, Sophie, tu nous as préparé une petite chronique sur comment on concilie le canon et un ship qui n'est pas canon. Donc un ship, c'est les personnages qu'on veut mettre ensemble. Et se bisouiller. Et se faire des bisous. Ah bon? Se faire des bisous à des endroits stratégiques. Ça, on a dit que c'était l'épisode 2 de notre podcast. Allez, vas-y Sophie. Alors, disclaimer, je ne sais pas si j'ai trouvé une réponse à cette question pour le titre de ma chronique. On verra ce que ça donne. La romance a toujours été le point central de mes fanfictions, autant celles que je lisais que celles que j'écrivais. La romance a toujours été ma motivation en termes de consommation de fanfiction. Elles étaient pour moi une manière d'assouvir la réalisation d'un ship qui tardait à venir dans l'œuvre originelle, ou alors quasi impossible. Je dis quasi puisque j'ai toujours mis un point d'honneur à glaner par-ci par-là des morceaux, des indices, des détails légitimant mon ship. Non pas pour donner tout pouvoir à l'auteur ou à l'autrice, mais plutôt pour challenger mon imagination. Une fanfiction de romance qui ne se base pas sur le canon est pour moi trop facile en termes d'écriture. Par facilité, j'entends par là qu'elle ne s'appuie pas suffisamment sur les éléments qu'on nous offre pour faire l'effort d'être réaliste, et c'est ce que je recherche quand je désire concrétiser mon ship par l'écriture.
que le résultat final soit plausible. C'est pour ça que je suis facilement stricte sur mes critères de lecture. Soit je lis une fanfiction qui respecte le canon jusqu'à un certain tome ou à un certain épisode, dans ces cas-là j'accepte une suite alternative mais respectant quand même une base bien établie, bien développée. Soit je lis une fanfiction qui ne se passe pas à l'époque des 7 tomes d'Harry Potter par exemple, ou pour d'autres œuvres qui ont une ellipse, un vide temporel, ce qui me permet d'apprécier la créativité mise en œuvre pour raconter la romance du couple que je ship, tout en faisant attention aux détails du canon qui sont disséminés un peu partout pour montrer que leur relation en question tient debout. Si je suis tatillonne sur ces 2 points, c'est parce que je considère qu'une fanfiction respectant minutieusement le canon a plus de chances d'avoir bien cerné la psychologie de ses personnages, puisqu'elle tient compte de leurs expériences et évolutions au fur et à mesure des tomes et des épisodes. Ce qui me permet d'avoir l'assurance de ne pas être déçue sur la fiabilité de ce que je lis. En gros, si je suis autant attachée au canon quand je lis de la romance, c'est parce qu'il m'aide à ne pas décrocher l'univers. Il m'empêche de me sentir hors de l'œuvre et il me permet aussi de me replonger totalement dans l'univers. De cette manière, je peux profiter de ma romance à 2000% avec la même passion à 25 ans que lorsque j'en avais 15. Quand j'ai écrit Les Années de la Terreur, rendre crédible la relation James-Lily a tout de même été ardu. J'ai adoré utiliser les toutes petites informations à leur sujet pour les concrétiser à travers l'écriture. J'ai même incorporé des flashbacks de l'adolescence de Rogue qu'on connaît grâce au tome 7, au dialogue près. C'est cette rigueur qui m'a permis d'aboutir à la fanfiction Gilly que j'idéalisais. Pourtant, à côté, j'ai rapidement senti que j'avais un trop-plein d'idées les concernant ainsi que pour les couples annexes. Et pour tout faire tenir dans mon histoire, je devais faire des entorses afin de prolonger le plaisir d'écrire cette histoire et donc toutes les scènes que je leur associais. D'un point de vue plus pragmatique, je savais aussi que si je faisais durer le suspense concernant leur couple le plus longtemps possible, je m'assurais une fidélité accrue de mes lecteurs et lectrices. C'est donc pour cela que James et Lily ne terminent pas en couple au début de leur 7e année comme c'est censé être le cas, mais à la fin de la 7e année. C'est ce qui m'a assuré 105 chapitres de suspense et une écriture sur 2 ans. Ce n'était donc pas particulièrement facile comme choix, au contraire le résultat final était plus difficile car plus long et fastidieux. Par contre, mon imagination de lectrice a pris le dessus. J'ai vu dans la fanfiction une manière de faire vivre mon ship comme je l'entendais, avec les limites temporelles que je lui imposais, c'est-à-dire faire durer le plus longtemps possible. Ce que j'apprécie toujours autant à 25 ans que lorsque j'en avais 15. Voilà. C'est cool. Ah ouais, c'est cool. C'est marrant d'en savoir plus sur ton processus créatif Et bah oui. de ta fanfiction que... Qui n'a jamais été terminée. Oui, mais que j'ai lu quoi. Donc, Tu l'as lu? Bah oui. Mais tu l'as lu jusqu'au bout? Non, je crois pas. Ah bah ouais. 105 chapitres. Non, mais même moi, hein, je la relis, il y a des moments, il y a des 10, 15 chapitres, je fais ouh, ça on aurait pu gommer, hein. Il y a des longueurs, c'est... Bref. Voilà. Non, mais je suis d'accord, enfin, je recherche aussi un peu ça maintenant. Dans la psychologie des personnages, la manière dont il est construit, enfin tout ce que tu as évoqué, notamment dans la première partie. Et c'était quelque chose que je cherchais pas du tout avant, et parce que j'ai relu, il y avait pas longtemps d'ailleurs, des vieilles fanfictions que j'aimais beaucoup. Alors que je savais qu'elles étaient pas très bien écrites, etc. Mais bon, je me disais, bah, c'est pas grave, je vais passer au-delà de genre, c'est écrit par quelqu'un qui a 16 ans, tu vois. Et je vais juste essayer de me replonger dans ce truc-là et de revoir ce que j'avais aimé. Mais il y en a plein où genre j'arrive plus à me mettre dedans parce que ça part beaucoup trop loin et que ça n'a vraiment rien à voir. Enfin, il y a juste les noms et oui, le passé, mais on a l'impression que c'est pas exploité comme il faut, qu'il n'y a pas les bonnes conséquences sur les personnages et sur leur psychologie et tout. Et du coup, ça me frustre vachement. Bah oui, je comprends. Mais en même temps, ce que je cherchais, c'était vraiment la concrétisation du ship, et au final, peu importe comment, pourquoi, avec quel enjeu, c'était quoi, ça, tu vois. Enfin, c'était comment et pourquoi pour arriver au ship, tu vois. Ouais, c'était juste le ship. Mais donc, et c'est pour ça que j'étais frustrée quand t'avais des fanfictions où au bout de 6 chapitres, t'avais le ship. Parce que non, pour moi, il fallait quand même un petit peu de mais temps. parce que c'était comment et pourquoi. Et une fois que t'arrives au truc, souvent je finissais même pas la fanfiction, je disais... C'est pour ça que moi ça met 105 chapitres. Alors moi j'aime bien qu'il y ait quelque chose après, une fois que le ship s'est concrétisé, que ça continue. Mais par contre c'est vrai qu'il y a beaucoup de fanfictions qui tiennent pas trop la route là-dessus. Où t'as tout le slow burn qui marche vachement bien et tout, et puis en fait une fois que le couple est ensemble, notamment à l'époque où je lisais du James Lily, enfin ça partait tout le temps en cacahuète. Moi j'admets mes faiblesses, j'attends 105 chapitres, puis après t'en as un autre et c'est fini. Mais c'est vrai qu'il y a une période où je lisais pas mal de fanfiction, les slow burn, donc où ça prend du temps à se concrétiser, et ce que j'aime bien c'est que tu sens, enfin comment dire, peut-être que le ship va vraiment se concrétiser qu'à la fin de la fanfic,
Mais par contre, il se passe des choses dès 3e, 4e chapitre. oui, Tu vois, bien les fanfics en 15 chapitres, à partir du 3e, 4e, ils se sont pécho une première fois, mais ils sont là, non, mais en vrai, est-ce qu'on veut vraiment être ensemble? Oui, voilà, qu'il y ait Voilà. des obstacles. Après, il y a des obstacles. C'est sûr, si tu mets ils se tout à la comprennent fin, pas, ça malentendu. ça a pas trop de sens. Et ensuite, voilà, au 14e chapitre, allez, ça y est, on s'aime. Et le dernier, c'est un petit épilogue pour dire que tout va bien, pour laisser la suite à la prochaine histoire. Fanfiction, Ou alors- trop la même structure. Ah oui. Non, mais c'est pas grave. Ou alors il faut qu'il y ait une aventure en plus en fait. Ouais, Moi, c'est ce ça. que j'ai- et Oui. ce que j'ai plus aimé au fur et à mesure aussi, c'était. Il y a le ship, peut-être même il est déjà établi au début, tu vois. Ouais, mais il y a le. Mais comme ils vivent l'histoire un autour. autre, enfin ils vivent une aventure et du coup c'est l'aventure que tu suis et comme par hasard il y a tout le ship donc c'est mieux. Ouais. Moi, c'est toujours secondaire l'aventure. Ah ouais c'est Mais- plus toujours enfin la Vraiment, romance au si cas. je peux même sauter Ouais. les paragraphes, ça je m'en fiche, ça je m'en fiche. Non, moi c'est... Enfin, moi, les fanfictions, quand je les lis, désolé de ce que je dis, mais c'est mes romans harlequins, quoi. Ouais. C'est mes Ah, trucs mais- à l'eau de rose et je suis là, mais je veux pas d'aventure. Enfin, ça, je les donne à Harry Potter. Et moi, j'ai un peu les deux, mais c'est vrai que j'ai un peu ce côté-là aussi, comme toi, de. Ouais, je lis ça pour me détendre, quoi. Mais me détendre avec de la romance. Voilà, avec de la romance. Que je vive mon chip à fond. Mais c'est vrai qu'une fanfic où il y a une bonne romance et que derrière il se passe des choses, c'est cool aussi, quoi. Enfin, C'est je sûr que trouve, c'est consistant, mais pour moi, il faut vraiment que ce soit secondaire, quoi. Mais ce que j'aimais bien dans ce que tu disais dans ta chronique, c'était sur le fait de respecter le canon pour respecter la psychologie des personnages. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui va vraiment pouvoir me faire arrêter de lire une fanfiction très vite, c'est si je commence à lire, même si l'histoire est bien, que c'est pas trop mal écrit, que le ship c'est celui que je voulais, ou que ça m'introduit à des nouveaux ships que je connaissais pas, si ça n'a aucun sens avec l'historique du personnage tel qu'on le connaît, ça me saoule vite en fait. Parce que je trouve ça dommage en fait, justement comme tu dis, ça challenge aussi de te dire tu réutilises que tu sais des éléments de la vie de ce personnage et c'est ça que j'aime bien avec les univers alternatifs, donc par exemple où on va effacer toute trace de magie et tout, c'est que là tu peux vraiment te concentrer sur la psychologie des personnages, leur garder les mêmes, tu vois, transformer des histoires, peut-être que tu vois, un Harry dans un univers alternatif, il a pas perdu ses parents à cause d'un mage noir, mais d'une autre façon, et ça devient un peu Batman du coup, genre. mais du coup, tu peux. Tu gardes ces dynamiques-là, et donc tu gardes ces dynamiques-là dans les personnages et dans leurs relations entre eux. Et en même temps, t'as aussi plus de liberté, comme t'as plus le canon, tu fais un peu ce que tu veux, quoi. Mais moi je me suis rendu compte aussi en écrivant et tout que ça pouvait être... Enfin, j'aimais beaucoup les univers alternatifs et tout, mais en fait, des fois, c'est compliqué de transposer réellement la relation et justement la dynamique, quoi, parce que... Enfin, ça dépend un peu des couples, tu vois, mais... Harry, s'il a pas un morceau d'âme de Voldemort dans lui... Bah, oui, c'est non, mais compliqué, c'est vrai que que ça sert plus à grand chose. J'avoue que je lis pas trop d'univers alternatifs sur Harry Potter. Oui, J'en lis sur d'autres fandoms, trucs. Mais ouais, il y a des choses qui sont vraiment trop... qui sont trop spécifiques, quoi. Hyper spécifiques, ou alors il faudrait trouver vraiment l'univers dans lequel ça marcherait, quoi. On arrive à la fin de ce premier épisode, qui était quand même pas mal long. On a dit pas mal de choses. Du coup, ce qu'on avait envie de faire, c'est de terminer cet épisode avec quelques conseils de fanfiction qu'on aime bien, à la fois canon et pas canon. Vas-y, Cordélia, si tu veux... Alors, attends, je prends mon papier, je sais plus ce que j'avais mis. Ah oui. Du coup, moi, j'ai choisi 2 fanfictions. Alors, la première, c'est Harry Potter et le secret du monastère. Donc vous le retrouvez, c'est sur FFnet et en tapant ça. Alors c'est une traduction, je sais plus l'auteur exactement. Enfin bon, vous allez trouver. Si on tape le titre fanfiction.net, ça va ressortir. À la base, la fanfiction, je crois qu'elle est en espagnol et bon, ça a été traduit en français. Et du coup, ça respecte le canon sans l'épilogue de Harry Potter, quoi. Et c'est un jour, Harry rentre chez lui. Et Ginny a été assassinée de manière absolument atroce avec son amant, parce qu'elle le trompait, bon, voilà. Et il se retrouve accusé du meurtre de Ginny. Et tout le monde dit, c'est le héros, il a pété les plombs, il devient comme Voldemort, enfin voilà, il y a tout un truc qui se construit autour de lui. C'est pas drôle, mais je trouve ça génial. C'est pas mal. Ça a l'air trop badant. Et lui, il fait que dire non, mais je suis innocent et tout, et il y a des gens qui ont trafiqué les souvenirs de ses proches, qui fait que, en fait, enfin bon, il y a tout un complot autour de lui. Moi, ça me met Potter trop mal de ce retour genre. dans le 5. C'est ça, grave. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est Ça ça. peut y avoir fini et non.
Ah non, Et trop anxiogène. en fait, il se trouve qu'il y a encore des mange-morts et qu'il y a tout un truc sur les Serpentards qui ont été complètement ostracisés de la société. Et la maison Serpentard a été retirée de Poudlard, il n'y a plus que 3 maisons. Le Choixpeau continue à répartir des enfants à Serpentard, mais ils sont répartis au hasard dans d'autres maisons. Enfin, il y a tout un truc sur les Serpentards qui est hyper intéressant. Et il y en a plein qui sont soit partis à l'étranger ou qui se cachent et qui font leur vie ailleurs, etc. Et c'est du Drarry. Drago finit par récupérer Harry parce qu'il comprend que le complot en fait est plus large et que ça concerne des anciens mange-morts, etc. Enfin bon, il y a tout un truc comme ça. Et c'est hyper intéressant. Le ship arrive assez vite. Je crois que c'est chapitre. Je crois qu'il y a une quarantaine de chapitres et à la moitié ils sont ensemble. Mais du coup, il y a toute cette histoire de complot après qui reste et puis leur relation. J'avoue que l'histoire que tu présentes a l'air vraiment pas mal. Ça a l'air bien, ça a l'air bien. Et du coup, ça c'est canon. Cool. Enfin, ça respecte le canon. Ça respecte le canon. Du coup. C'est posé comme base, quoi, mais ils font pas tout le temps référence à la fois ou. Enfin, si, il y a le truc sur les cicatrices, le Sectum Sempra, des trucs comme ça où ils se parlent et tout. Mais il y a quand même des petites entorses, notamment sur la vie de Drago, en fait. Donc on a peu, en fait, dans les livres. Donc voilà, il y a quelques trucs là-dessus. Et le deuxième conseil que j'ai, c'est Effet Papillon de Ward Angel, dont je parle très souvent. Ça, c'est absolument pas canon. C'est du voyage temporel, donc c'est en français. Hein. Vous le trouvez sur HPF et sur fanfiction.net. Alors, je sais pas si c'est sur d'autres sites, mais voilà. Et en gros, HPF, donc Harry Potter Fanfiction, pardon. Et en gros, donc t'as Harry et Drago qui... Alors c'est le truc un peu de base où ils se chamaillent à Poudlard comme des chiffonniers, ils se battent, ils en viennent aux mains et tout. Des trucs qui sont pas vraiment dans les livres, tu vois. C'est là où même le caractère est pas hyper respecté des personnages parce que vraiment c'est deux chiffonniers qui s'en mettent plein la gueule, quoi. Je crois que ça se passe pendant le tome 6 ou un truc comme ça. Et un jour, il y a un Harry et un Drago du futur qui débarquent en fait dans Poudlard. Et personne ne sait pourquoi ils sont là. Ils veulent faire que Harry et Drago soient amis. Et que les Serpentards et les Gryffondors s'entendent bien. En gros, ça a l'air d'être leur mission. Mais ils refusent de dire pourquoi, comment, qu'est-ce qu'ils font là, comment ils sont revenus, quelle est leur relation exactement entre eux. Ils ont l'air amis, ils ont des cicatrices partout. Voilà. Et, bon, on sent que c'est bof leur futur, quoi. Ouais. Et donc c'est là-dessus, donc il y a tout le début, enfin il y a tout ce truc où ils essayent de faire en sorte que Harry et Drago soient potes et tout, et ils refusent de leur dire pourquoi, et pourquoi ça a un impact sur le futur, machin, et bon, je vais pas trop en dire parce que justement tout le truc c'est qu'est-ce qui leur est arrivé, etc. Il y a du Drarry, mais pas comme on l'attend pour le coup, c'est vraiment très différent de ce qu'on voit d'habitude. Et donc c'est vraiment très très bien, et le voyage temporel est vraiment très bien géré. Très bien fait. Parce que des fois, bon, voyage temporel. Et ça, et elle utilise le truc de tu sais, tu remontes dans le temps et tu peux réécrire le truc. D'accord. Et du coup, ton passé n'a pas existé, mais toi, tu restes là. Enfin, bon, okay. Parce que bon, faut choisir un peu dans les voyages temporels. Comment ça marche? C'est quoi la conséquence? Donc voilà, ça c'est 2 fanfics en français du coup qui sont cool. Ok. À moi? Alors, je vais faire une entorse à tout ce que j'ai dit juste avant, puisque ma fanfiction préférée, Dramion, reste pas du tout le canon. Non, pas du tout, j'exagère. C'est juste pour des facilités, quand tu la lis au début, il écrit Dumbledore est encore en vie, et puis Rogue machin, et on te met plein de tirets, et on te dit bon c'est comme ça et pas autrement. C'est donc My Dear Sadistic Highness de Made Light, c'est français, c'est juste que le titre est en anglais. Ça se trouve sur fanfiction.net, elle a écrit d'autres Dramion qui sont très bien aussi. Je pense que c'est la seule autrice de fanfiction, je trouvais, qui écrivait des Dramion assez sombres et pas trop niaises. Donc t'as vraiment Drago qui est ce mec hyper sarcastique, alors qui pour le coup là est pas que ça, il est sadique en vrai, il est vraiment hyper sombre. Et avec une Hermione qui est pas trop niaise et qui en même temps très sensible et très douce, et ça crée vraiment un truc fusionnel qui marche bien. Et bon, qui se joue beaucoup sur un rapport de force, voilà, enfin, il y a un truc clairement toxique, mais tu le sens. Et c'est super bien écrit.
Et donc celle-ci, ça se passe, ils sont très faits en chef et puis ils sont dans un appart ils partagent et qu'est-ce que tu veux que je te dise. Donc voilà, et nous Dumbledore a encore vu, en gros on a enlevé tous les trucs un peu négatifs, mais ce qui se passe c'est que y a Harry et Ron qui ont aucun intérêt pour Hermione, parce que voilà, Harry c'est le héros, ils ont réussi tout ce qu'ils avaient à faire, et lui il a sa meuf et puis Ron a sa meuf, et Hermione c'est la seule à être là et à être pas très heureuse, et puis donc elle vit dans cet appart des préfets en chef avec Drago qui lui fait la misère, et en fait elle a plus ses deux amis à qui parler puisque ils ont leur meuf et qui sont juste deux mecs débiles qui pensent qu'avec leur et voilà, qui font leur vie de leur côté hyper égoïste, et en fait elle rentre dans une espèce d'échange avec Drago qui est hyper malsain, et c'est magnifiquement bien écrit, et je pense que c'est ça qui sauve le fait que ce soit pas du canon. Et il y a une alchimie qui est incroyable, et par contre il y a pas longtemps je l'ai relu justement, alors je la trouve toujours aussi bien racontée, mais c'est quand même hyper toxique quoi. C'est un truc, déjà le nom. Et c'est fait pour quoi. Il y a des moments, je me suis dit. Et c'est dénoncé la toxicité du truc, c'est pointé du doigt, ou c'est toi tu le vois avec tes yeux de personne un peu éduquée à ça? Parce que je trouve qu'il y a ces questions-là aussi, il y a des fanfictions qui racontent des histoires toxiques, mais au moins c'est pointé. Dans notre deuxième épisode, si on parle de cul et de relations, on pourrait en discuter de ça. Alors non, parce qu'en plus, cette autrice elle a écrit une autre fanfiction qui se termine, il me semble, mais d'une manière hyper négative, où pour le coup, t'es là, en fait, ça te... Ouais. T'es à fond dans le truc, et au dernier moment, tu te prends une claque, tu fais « Ah ouais, c'est vraiment toxique, et t'es pas bien, tu vois, tu te fais... » En fait, c'est bien que ça se termine comme ça, tu te dis « Ouais, c'est les relations... » en fait, non. Et là, pour une fois, je crois que c'est la dernière fanfic qu'elle a écrite, elle a dit « Pour une fois, je décide pas de les maltraiter, et je fais en sorte que ça se termine bien. Oui. » Et voilà, ils sont heureux. Donc, il y a une volonté c'est ça. Et donc, en gros, à la fin, Drago, il est plus con, quoi. Il se rachète. Et il y a quand même des discussions où il y a des moments où Hermione, quand elle commence à avoir des sentiments pour lui, elle se retient en disant non mais il a été trop odieux avec moi et pendant si longtemps, et tant qu'il l'assumera pas, je j'irai pas vers lui, et je garderai une distance avec lui. Donc à un moment ils en discutent et ça se termine bien pour une fois, ce qui est rare avec cette autrice. Donc c'est à moitié dit. En gros à un moment c'est admis que ça a été toxique et que ça doit plus l'être. D'accord. Et que c'est pas ça qui doit être romancé, c'est à la fin, quand ils s'aiment et machin, mais t'as quand même ce truc de c'était un bad boy odieux, et elle c'était la petite meuf qui se prenait mais genre tout dans la gueule, et voilà. Et donc c'est pour ça que je pense quand même qu'il faut la lire en ayant ça en tête. Je vais pas dire qu'il faut la lire à 25 ans, parce que c'est super, mais c'est important de le comprendre. Et comprendre aussi le fait qu'elle a toujours fait des histoires qui finissent mal, et là du coup elle s'est forcée à distordre le truc. Mais elle l'écrit dans son disclaimer justement. Elle l'écrit à la fin, pour une fois je vous laisse pas en larmes à la fin, je leur fais un truc bien. Et il me semble qu'elle avait déjà écrit une première version de cette histoire qu'elle avait effacée pour la réécrire en entier, et où elle était revenue un peu sur ça. Et donc voilà, donc il y a celle-ci. Et l'autre, alors qui respecte le canon, mais c'est jusqu'à un certain épisode, c'est une fanfiction sur Beth et Rio de Good Girls, qui se trouve sur je sais pas comment on dit, Archive of Our Own, je crois que c'est ça, c'est difficile à dire. AO3 Ouais, AO3, si vous êtes des professionnels de ce site. C'est une série, c'est 2 personnages de Good Girls, et en gros, si vous suivez cette série, vous avez, dès la première saison, tu sens qu'il y a une alchimie entre Beth et Rio, même si c'est pas trop dit, qui à la base devait pas exister. Ils se sont rendus compte que les acteurs, quand ils tournaient certaines scènes, les réals, ils ont fait ah ouais, il y a un truc, donc on va pousser et tout. Et il y a un épisode où en fait il y a Beth qui balance les clés à la gueule de Rio et qui dit de se barrer. Et en gros, ça part de cette idée, quand elle lui a dit de se barrer, et qu'est-ce qui se passe s'il revient 6 mois plus tard? Et qu'est-ce qui se passe entre eux? Et donc ça crée une ellipse. En plus je crois qu'à ce moment là les épisodes d'après n'étaient pas encore sortis. D'accord. Et donc tu les suis. Ce qui est assez extraordinaire avec cette fanfiction, c'est que donc le personnage de Rio est joué par Manny Montana, et il a un accent latino hyper un peu gangster et très marqué. Et c'est l'une des seules fanfictions que j'ai lues qui arrive à bien retranscrire à l'écrit son ton hyper nonchalant et traînant, avec des mots familiers où, en gros, quand tu le lis, t'as l'impression d'entendre Manny Montana qui parle. C'est pas mal ça. Et il y a une voix que j'adore. Alors, Geoffroy dit tout le temps, non, sa voix elle est nulle et tout, machin. J'étais juste jaloux de Manny Montana.
Mais c'est vraiment hyper agréable et c'est la seule fanfiction que j'ai trouvée. Et donc ça s'appelle comment? Ça s'appelle Crash Course in Polite. Voilà, Pas mal lien. c'est ça. On mettra les liens. Voilà, j'ai oublié le titre. Et donc toi Mathilde? Mais c'est en français ou en anglais? Ah c'est en anglais par contre. Il y a pas de fanfiction Good Girls en français. J'en sais rien, mais bon. Il pourrait. Ouais. T'aurais pu en écrire. Maintenant je lis. Alors moi j'ai 2 fanfictions aussi à recommander, donc en français et dans l'univers d'Harry Potter. Je garderai les autres fandoms pour les prochains épisodes. Donc celle que je citais tout à l'heure, donc c'est plusieurs fanfictions en fait, la saga des Moons, donc ça s'appelle 5 femmes, 3 petits points, des Moons. Donc en fait ça suit, alors la première histoire qu'elle a écrite c'était Mallory Moon, donc qui est dans l'année de Harry qui est à Serpentard, et en fait par tout ce qu'elle a imaginé c'est la cousine de Ron et Ginny, et donc c'est un peu ça qui fait le lien avec Harry, mais en fait son histoire se passe plutôt avec du côté des Serpentards. Et donc avant ça il y a sa mère Mona Moon, donc qui est une contemporaine de James, Lily, Sirius et compagnie. Sa tante Molly Weasley, née Moon, enfin voilà. Ah, mais oui, Un préwet en fait, mais du coup elle a écrit tout un truc où les préwets sont liés au Moon. Donc ça suit Molly. La mère de Mona, Magda, qui donc n'est pas une Moon de naissance mais qui épouse Edgar Moon et donc devient une Moon. Et la première Moon c'est Meredith, donc l'arrière-grand-mère de Mallory, et donc qui elle est contemporaine de Tom Jedusor. Donc voilà, donc tout ça et donc c'est ça, 5 fanfics, et je crois qu'il y a la dernière qui est sortie il y a pas si longtemps que ça, où elle a fait un peu une conclusion à toute son histoire, où toutes ces femmes-là se retrouvent. Et franchement, mais c'est génial. Enfin, moi je trouve que c'est un des trucs les plus admirables de jeu avec le canon qu'on puisse faire. Alors forcément son écriture a pas mal écrit, elle a écrit ça sur presque 10 ans je crois, enfin la totale. Donc ça, il y a des choses qui ont changé et tout, mais la manière dont elle arrive à intégrer ces personnages, enfin surtout toute cette famille, parce que du coup en fait les Moon c'est une énorme famille de sang pur très ancienne, et donc ils ont des liens avec toutes les familles qu'on a déjà vues, mais enfin je crois qu'elle arrive à faire un truc où Peter Pettigrew est en fait membre des Moon, mais aussi Rufus Scrimgeour, le premier ministre dans le 6e tome, et Ludovic Verpey, quoi. Donc c'est assez génial comme manière de faire rentrer ces personnages dans un univers assez dense, quoi. Et c'est vraiment cool, ça se lit bien. La plus longue c'est Mona Moon, donc c'est peut-être celle qu'il faut réserver pour la fin, et puis c'est en fait... Mona Moon termine, la fin de Mona Moon se passe après Mallory Moon, donc c'est peut-être Mona Moon qu'il faut lire en dernier. Mais sinon, en fait, vous pouvez la lire un peu comme vous voulez, soit dans le désordre, dans l'ordre de parution, dans l'ordre chronologique, enfin peu importe, mais c'est vraiment très cool. Et donc c'est 5 femmes des Moons de Gaël, et c'est sur Harry Potter Fanfiction, et je crois aussi sur fanfiction.net. À vérifier, mais on remettra les liens. Et l'autre, c'est Résistant, ça s'appelle, de Edwige67. Et ça fait longtemps que je l'ai pas lu, mais j'aimais beaucoup cette fanfic. En fait, c'est en 28 chapitres, la 7e année à Poudlard, vue par ceux qui y sont restés. Donc, qu'est-ce qui se passe à Poudlard pour les gens de... Mais pas... Enfin, il n'y a pas que... Il y a aussi des membres de l'Ordre du Phénix et tout. Enfin, en fait, c'est tous les résistants qui résistent à l'année de terreur sous Voldemort. Et ça commence... Le premier chapitre, c'est Lavande. Le dernier, c'est Neville. Chaque chapitre a le point de vue d'un personnage. Et ça suit leur évolution pendant 1 an de comment ils survivent alors que les Némoldus sont pourchassés, que Poudlard, c'est devenu la zone où ils finissent tous par devoir aller se planquer. Donc ça raconte aussi l'armée de Dumbledore qui résiste à Poudlard, comment ils finissent par tous atterrir dans la salle sur demande... Et ça respecte complètement le canon, je crois, enfin dans mon souvenir, et en même temps, bah du coup, typiquement, on a pris des personnages dont on sait pas grand chose et on a complètement étendu l'univers, quoi. Et c'est vraiment, ça se lit hyper bien et c'est vraiment cool. Donc voilà. On termine là-dessus. Est-ce que vous avez un petit truc à dire pour... Ah oui, si, il y avait juste un truc qu'on voulait rajouter. C'était j'ai découvert ça il y a pas longtemps, le site américain Sci-Fi, qui est un site média dédié à la pop culture, qui a une rubrique fanfiction, dont on mettra le lien aussi. Et en fait, ils font des recommandations de fanfiction, je crois, hebdomadaires, sur différents fandoms. Donc voilà, si vous avez le seum de nous avoir écouté parler de Harry Potter pendant 1h30, vous pouvez vous en aurez d'autres. Et ben, on se retrouvera pour un prochain épisode qui parlera de cul. Et de romance, mais surtout de cul. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté le premier épisode de notre podcast Disclaimer. Pour suivre les prochains numéros, n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour connaître toute son actualité.